Émission 862. Cette semaine, Chroma, volume 1, en direct de Montréal, Québec, Canada. Vous écoutez, oui, les mystérieux étonnants. Et bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Les Mystérieux Étonnants, une émission en balado-diffusion consacrée au BD et à l'ensemble de la culture populaire. L'ensemble. Oui, l'ensemble. Hey, avec toi, là. En tout cas. Benoît Mercier au micro et cette semaine, chanteur unique dont les membres, je suis pas mal certain, il y en a qui sont dans le spectre. Je vous les présente à l'instant. Le premier est une tête colorée. Décidéré de Mathieu Niquette est avec nous. Salut Mathieu. Hello. Mon diagnostic, selon ma copine psychologue, serait plus de la douance que de l'autisme. Moi aussi. Yeah! Team douance. Yes. Excellent. Ça amène beaucoup de complexité, par contre. Oui. Ouais, c'est quand tu dis des affaires et le monde te regarde bizarre. Hein? C'est pas parce que t'es bon en maths, c'est juste que tu vois les choses différemment. Exactement. Puis là, ça me crée de l'impatience. C'est ça mon Oui, principal, moi aussi, ça me fait ça. mon principal défaut par rapport à ça, c'est l'impatience. Moi aussi, j'ai ça. Hey, on apprend des affaires en début d'émission. Excellent. On va être rejoint par notre ami Laurent Boutin qui termine son quart de travail chez une librairie ici à Montréal. Merci Mathieu d'être là. Durant l'été, beaucoup de mystérieux qui ont pris des vacances. Évidemment. Donc l'équipe est en vacances, à part moi qui n'ai pas de vie. Quoique aujourd'hui, j'ai besoin de faire un show, puis tu as accepté de venir. Fait que je te remercie. As-tu remarqué mon début d'émission? Je dirais que je parlais comme un robot. Chroma 1. On parlait d'algo juste avant le début de l'émission. J'ai l'impression que ça s'est transposé dans mon introduction. On devient tout un peu ça, là. Surtout, c'est comme en vacances, on dirait que je tombe en mode... souvent, je fais des affaires juste avec moi-même. J'ai recommencé à gamer un peu sur Internet, tout ça. Fait que je suis très dans le web, là, dans le cloud et compagnie. Là, fait qu'à un moment donné, on dirait que le cerveau aussi se m'append. Ça m'arrive de sortir et d'aller voir quelqu'un dans un commerce, d'avoir une interaction avec quelqu'un puis faire comme... Voyons, j'étais pas humain en ce moment. Pourquoi j'ai pas eu d'achievement quand j'ai acheté ma peine de lait? Ce petit bruit de cash. Tu games à quoi? Tu joues à quoi en ce moment? Hey, je veux pas comme m'investir trop dans des jeux pour pas me perdre. Oui. Fait que là, ce que je fais, c'est que je vais sur des sites de mini-games, là, Congregate et compagnie. Oui. Puis finalement, je perds là-dedans. Je perds 8 heures dedans. Au lieu de te perdre dans un jeu, tu te perds dans 10 jeux. J'ai un jeu qui s'appelle Poker Quest, qui est comme un roguelike avec des éléments de poker dedans. C'est vraiment cool. Ouais, ben pour vrai, c'est quand même le fun. Puis c'est, ça devient une espèce de crossover de jeux de cartes à la Magic et compagnie avec des petits éléments de blackjack poker, tout ça. Puis c'est pas un jeu de gambling ou quoi que ce soit. Non. Mais, surtout que toi travailles au casino, fait que je pense que... non, ça va, là. Ouais. Mais tu sais, cette mathématique-là m'intéresse bien gros. Puis fait que je suis vraiment tombé là-dedans. Puis là, faut que j'arrête, là. Merci aujourd'hui de m'avoir donné quelque chose à faire. Ça fait... Bon, ben, je suis content pour toi. T'as-tu une Switch? Non, mais c'est ça, je veux pas trop. Là. Moi, j'ai une PS4, puis j'ai un backlog de jeux de downloader dans ma PS4 infini. Là. Je dois en avoir pour 1000 heures de jeu, mais ça va, je veux pas mettre mon doigt dans ça. J'allais encore parler de Luigi's Mansion 2 qui est sorti il y a une couple de semaines. Je l'ai acheté sur Switch, puis j'en ai déjà parlé à l'émission, mais je capote. C'est vraiment le fun. C'est vraiment comme un petit jeu. Il est aussi bon que le premier? Moi, j'ai pas joué au premier, j'ai joué au troisième durant la pandémie. C'est comme ça que j'ai découvert Luigi's Mansion. Puis auparavant, je pense que c'est Dark Moon, enfin, je me souviens plus du titre exactement. Il était juste sur DS. OK. Puis il me semble que c'était la seule port qu'il y avait. J'avais jamais joué. Puis il y a eu une adaptation genre HD. Puis c'est tellement enfantin comme graphique que tu vois pas là, que c'est... Il n'y a pas vraiment de différence pour moi entre le 2 et le 3. Puis c'est vraiment le fun. C'est un genre de jeu que tu te mets à ta tête à off. Puis tu te lances. C'est un peu quand encore durant la pandémie, je jouais à Lego Star Wars un peu batté. Là. Ouais. Ça, c'est parfait. C'était comme le monde brûle, mais là, j'étais comme il est où le cube? Les jeux de Lego sont le fun à jouer. Ah ouais, tu vas dans une zone un peu zen quand tu joues à ça. Puis les niveaux sont vraiment beaux, sont vraiment fun. Puis il y a un challenge. Là. Ouais, puis tu sais, c'est un jeu de coopération aussi, tu sais, ma copine qui est pas trop gamers, ben tu sais, c'est comme son niveau de « Hey, c'est cool ça, on va se rendre au bout ensemble, puis ça va être le fun, là, tu sais. » Fait que, non, c'est un beau... C'est un beau petit jeu de couch collaboratif. Hey, tu disais tantôt avant l'émission que vous êtes en pause pour des CDR, mais en pause de tournage, mais on continue, on veut pas que ça paraisse pour le public, là, c'est la première année qu'on réussit à avoir, qu'on a réussi à bien s'organiser. Pour avoir un backlog pour l'été, c'est ça. Cool, ben, dans le fond, ce qu'on fait, c'est
c'est qu'on a des épisodes live qu'on a fait. Là, on a sorti il y a 2 semaines l'épisode de notre spécial Sainte-Adèle 2, là, le conseil municipal de la ville fictive de Sainte-Adèle 2 qu'on avait fait au Minifest au mois de juin dernier. Puis au mois de juin toujours, on avait fait un show en Abitibi au FHE. Oui, j'ai vu passer ça va l'air cool. Ouais, on a célébré la fête de l'humoriste Rosalie Lacroix, dont c'était pas l'anniversaire, et le bachelorette de l'humoriste Rachel Lely, qui était mariée depuis très longtemps là, avant ça. Fait que puis ils savaient pas dans quoi ils s'embarquaient. On leur a juste dit ça va être festif. Fait que là, c'est des 2 beaux délires, là, je vous dirais. Fait que cette semaine, on sort l'épisode du FHE. Puis il y a 2 semaines, on a sorti l'autre. Fait que, puis entre ça, on a tourné un dernier épisode au début du mois d'août. Puis fait que là, on intercale ça. Fait qu'on a du stock jusqu'à la fin du mois. Puis on va recommencer ça en septembre. Fait que pour les auditeurs réguliers, il n'y a pas de pause dans les épisodes. La seule différence, c'est que les membres Patreon avaient déjà eu l'exclusivité des shows live avant. Fait que, mais nos membres Patreon, évidemment, sont compréhensifs puis ils nous permettent de nous reposer quelques semaines. Ils sont très compréhensifs, les membres Patreon. Ouais, vraiment. Là, surtout, je sais pas pour les vôtres, mais les nôtres, il y a des moments où je peux pas enregistrer, c'est juste impossible. Je fais que Rémi Fréchette, puis Rémi fait ça de sa bonté de cœur, mais des fois, on n'a juste pas le temps. Il a déménagé récemment, il y a eu plein d'affaires dans nos vies respectives. Fait que, on n'a pas été en mesure d'enregistrer à chaque semaine. Puis pour l'instant, ça n'a pas l'air à trop affecter les gens. Puis quand je ramène le contenu, là, on est dans notre cycle Tim Curry. Les gens se réabonnent ou embarquent ou se déconnectent même pas finalement. Puis c'est ça, moi, chaque été, je m'attends à ce que le coudon, on paye dans le vide. Puis on le mentionne à une petite pause. Puis s'il y en a qui veulent se retirer puis revenir, on est bien correct avec ça. Mais je pense que tout le monde est prêt à nous donner. Parce que là, on s'enligne, je pense, pour avoir notre saison avec le plus d'épisodes. Là, je pense qu'on s'enligne pour avoir un épisode par semaine, littéralement. Génial. Tout le temps, là. Super, ça. Super. Ben écoute, merci d'être là encore une fois. Un plaisir. Merci. On va aller écouter un message vocal, si tu le permets, Mathieu. Les gens nous envoient souvent des speak packs, donc c'est des messages audio, c'est des questions, des commentaires, des suggestions, whatever. Puis cette semaine, c'est un commentaire de Julien Ouellette. Salut les mystérieux, c'est Julien Ouellette et non Sébastien Ouellette. Il n'y a pas de lien de parenté et d'ailleurs, je trouve pas que tu es si coquille que ça, Benoît. Je t'ai rencontré il y a quelques semaines pour la première de We Are Zombies, puis non, pas coquille pantoute finalement. Merci encore en passant pour les billets gagnés grâce à ton concours auquel j'ai participé. Donc, je voulais prendre un moment pour vous remercier pour le podcast. Ça fait 5 ans que je vous écoute environ, puis c'est vraiment mon podcast préféré, numéro 1 dans ma liste. J'adore ça, ça fait plaisir de vous écouter. Je voulais faire aussi un spécial shout-out à Charlotte. Ça fait du bien, je trouve, d'avoir une nouvelle dans les mystérieux. Ça ajoute un vent de fraîcheur. Pas que j'aime pas les vieux membres. J'adore tous les membres et leurs suggestions. En passant par Simon et ses films Crossette série B jusqu'à Gauthier qui nous lit Le Wire pour pas qu'on aille à le faire. J'adore tout de A à Z. Donc, continuez comme ça, c'est super. Là-dessus, je vais aller boire une bonne petite cerveza cristal parce qu'il fait pas mal chaud aujourd'hui. Merci les gars, salut. Merci à toi, Julien. Il t'a dit que t'étais un vieux membre. Un vieux membre? Moi, j'ai dit ça. Non, lui, il a dit ça. Il a dit j'aime les vieux membres. Ah, les vieux membres. Mais techniquement, je suis un vieux membre. Ouais. Selon ma face qui se décrépit à chaque fois que je regarde dans le miroir, je suis de plus en plus un vieux membre. Oui, un vieux membre des Mystérieux Étonnants. Charlotte étant la plus récente membre des Mystérieux Étonnants. En même temps, j'ai probablement une pinte de lait qui est plus vieille que Charlotte dans mon frigidaire en ce moment. Donc, ça a-tu vraiment du mérite? Je le sais pas, mais on aime bien avoir Charlotte. C'est vrai que ça rajoute c'est le fun, non seulement une voix féminine, mais aussi justement quelqu'un qui est plus jeune puis qui peut challenger nos vieilles idées de vieux monsieur. Ça fait du bien. Ben, c'est ça, puis c'est le fun d'avoir des personnes plus d'une autre génération pour amener des sons de cloche différents. Puis aussi, des fois, ce qui est le fun, ce que j'aime en vieillissant, c'est de me rendre compte à quel point, tu vieillis puis tu changes, mais tu restes aussi pas mal pareil. Puis il y a des intérêts qui s'entrecroisent de génération à l'autre. Tu sais, Charlotte, elle a quoi, 15 ans de différence avec nous. Mais elle tripe sur les mêmes affaires. C'est ça, c'est quand même une vieille jeune. Oui, c'est ça. C'est nous autres qui est des jeunes vieux. Elle a des inspirations. Ou moi, qu'on a fait la boucle, là, à un moment donné, les modes reviennent. Oui, c'est ça. Elle tripe sur les mêmes choses que nous, mais de façon décalée. L'autre fois, je parlais parce que j'arrête pas de faire des blagues. À un moment donné, on va jouer à Pokémon ensemble aux cartes. Puis je jouais dans le temps. Puis hey, ces cartes-là sont-elles encore valides? Puis elle dit non, c'est juste, ils seraient comme. Ils sont trop faibles pour où est-ce qu'on est rendu dans le jeu maintenant. Puis j'adore, ce jeu-là, il est sorti
puis elle était pas née. C'est fucked up. Quand tu y penses, c'est fucked up. Merci, Julien. Julien faisait référence à Sébastien, qui est le créateur des Mimes et des Raies, la page des Mimes et des Raies. Parce que la semaine passée, il nous a laissé un message vocal qui était un petit peu ambigu. Là, j'ai vu que Sébastien nous avait envoyé un message écrit « Je t'ai pas répondu, Sébastien », mais il n'y a pas de problème, inquiète pas. C'est pas, on faisait une blague comme quoi il était un petit peu, lui, très coquille dans son message. Mais j'ai compris la zone très décidérée-esque dans son énergie. Puis je pense que non, c'est bon. Je l'ai rencontré pour la première fois en vrai quand on est allé faire le show de Maxime de Big Max à Alma, je pense. Il vient-tu de là? Il est-tu d'Allemand? Non, lui, du coin de Québec, je pense. OK. Mais je me souviens pas pourquoi il est allé, il couvrait quelque chose. Là. Lui, il se promène dans les événements festifs. Et puis on l'avait vu aussi, il était venu à Gatineau aussi, au festival Transistor. Ouais, au festival Transistor, il était venu faire son tour aussi. Fait que je l'ai rencontré pour les premières fois cette année. Puis un chic type. Cool, éventuellement, on va sûrement le rencontrer. Si vous voulez laisser un message comme justement Julien ou Sébastien Ouellette, aucun lien de parenté, le lien est dans le descriptif de l'épisode, ça s'appelle SpeakPipe. Donc ça peut être un commentaire, suggestion, n'importe quoi, si ça reste acceptable. Et vous n'êtes pas obligé d'être un Ouellette nécessairement. Non, exactement. Contrairement à ce que les gens ont pensé depuis la semaine dernière, on peut être n'importe quoi puis laisser un message vocal. Là, tu suis-tu un peu ce qui se passe dans la lutte en ce moment, Niket, ou tu t'es un petit peu la WWE, mais j'ai pas eu le temps là, j'ai pris trop de retard. Plus dans la AEW, là, t'as comme lâché. Ah non, ça fait longtemps que j'ai pas écouté la AEW. Tu sais, je me réserve comme j'ai ma liste de matchs là, que je veux écouter, là, comme à un moment donné, je vais me claquer. C'est ça, je suis très intensif dans mes façons de consommer mes contenus. Comme en rafale, tu parles? Ouais, genre une fin de semaine, là, je vais me lever un samedi matin, là, une bulle qui va me passer, puis là, je vais écouter dans ma fin de semaine 52 matchs de lutte. Je pense que tu peux ne pas te tromper, c'est comme Will tes matchs Ospreay. Will Ospreay. C'est ça que j'allais dire. c'est sûr. Ah non, c'est ça, c'est ceux-là. C'est un dieu, man, ce gars-là. S'il y a quelque chose qui veut me faire revenir à la AEW, c'est Will Ospreay. Tu sais, puis même, je me disais, quand MJF qui avait été blessé, oui. ça, quand MJF va revenir, je pense que je vais rembarquer. Puis même quand il est revenu, j'ai regardé quelques promos, puis on dirait que ça je sais pas, j'ai de la misère à rembarquer. Puis c'est que aussi la WWE a fait du contenu de très grande qualité. Ouais, depuis que Vince s'est fait call ici dehors. Effectivement, ça drôle de coïncidence. Oui, hein, c'est spécial. On a appris bien des choses sur j'allais dire sur cher Vince. Non, sur Vince. Là, c'est un être minable. C'est un minable. Tu vu, ça a l'air d'ailleurs qu'il file pas bien. Sa femme a déclaré la semaine passée que depuis qu'il ne travaille plus, sa santé aurait dépéri. Je veux pas sauter à la mort de personne, mais en même temps, c'est comme... Il y a des affaires plus graves que d'autres. J'avais pas lu, en fait, sur ce qui s'était passé en coulisses, puis j'étais allé voir une vidéo... Coulisses, c'est un très bon choix de nom. Oui, il y avait de la coulisse impliquée. C'était... je pensais que c'était dégueu, mais non, c'est pire que je c'est pire que je dégueu que ce que vous croyez. Oh oui. Si vous voulez aller faire vos petites recherches, là, vous allez trouver... Oui, faites pas votre recherche dans images, par contre. Faites votre recherche dans texte. Non, c'est pas propre, c'est pas chic. Non, pas du tout. Veux-tu commencer les nouvelles cette semaine? Ben, certainement. Veux-tu que je te donne le jingle de Jake comme... Ah, moi, je prends tout. Donne-moi tout ce que tu veux. Je me plais à imaginer qu'à chaque fois que je passe ce jingle-là, Jake sent quelque part qu'on fait appel à lui, qu'il est summoné, c'est un personnage dans Final Fantasy VII. Là. Oui, ou un Highlander. Oui, c'est... Quand il fait ça, dans le fond, c'est qu'il y a quelqu'un qui l'appelle. Oui, il l'appelle. C'est pour ça qu'il le fait souvent. Ouais, exact. On fait souvent référence à lui. Ma première nouvelle, c'est une nouvelle que tu m'as envoyée. Je me suis dit dans tes cordes un peu. Là. Ouais, ça m'a choqué comme tu pensais que ça allait me choquer. C'est que Disney s'est servi des petits caractères, tu sais, dans ces fameux contrats là, qu'on signe, là, les Terms and Agreements, quand on s'abonne à quelque chose. Disney, lui, les avocats de Disney au cru bon se servir des petits caractères qu'on retrouve dans quand tu t'abonnes au Free Trial de Disney+. Ils se sont servis de ça pour essayer d'éviter de dédommager un homme dont l'épouse est décédée d'une allergie alimentaire. C'est donc le média de rap via un certain Benoît Mercier. Là, c'est ce style-là. Oui, c'était ce style-là. D'ailleurs, j'avais marqué en parenthèse. Oui. C'était ce style-là. C'est un type qui s'appelle Jeffrey Piccolo et son épouse Kanokporn Tangswan qui soupaient dans un pub irlandais sur le Disney Springs Resort qui est juste à côté
côté de Disney à Orlando. Et la dame Tang Swan est décédée suite au repas, puisqu'elle était allergique, on dit, aux noix et aux produits laitiers. Et elle avait déclaré son allergie. Exact. Je pense que c'est tout le monde qui est allergique quand on va au restaurant. J'ai de la misère à imaginer que quelqu'un oublie de mentionner son allergie. Fait que je te garantis que si tu risques de mourir de cette allergie-là, tu le dis en tabarnak. Exact. Fait que je suis persuadé qu'ils l'ont mentionné. Mais là, en février, donc, Monsieur Piccolo a décidé de poursuivre, là, en anglais, on dit pour wrongful death, Disney. Mais les avocats de Walt Disney Company ont dit, selon eux, le contrat signé lorsque Piccolo s'est abonné à son essai gratuit de Disney+, l'empêche de poursuivre Disney, et ce, même si son cas n'a rien à voir avec Disney+, à proprement parler. Fait que là, dans les petits caractères de Disney+, il est écrit vous pouvez pas revenir contre Disney pour quoi que ce soit dans le futur si vous acceptez les termes. Ben non, mais là, ça marche pas de même, là, Donc, c'est ça. L'avocat Brian Denny, l'avocat de Piccolo, évoque le côté surréel de cette tentative-là de la part de Disney, parce que, ultimement, la tentative de Disney, c'est de faire en sorte que les quelques 150 millions d'abonnés à Disney+, puissent plus jamais poursuivre Disney pour une cause similaire, ou si cette cause-là... T'imagines le précédent que ça crée non seulement pour Disney, mais pour toute tout le compagnie, monde. Là, ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Fait que lui, il croit que la Cour ne devrait pas, évidemment, admettre cet argument-là puis invalider cette clause-là. Ils vont retourner en cours en octobre là, pour la suite des choses. Écoute, j'en serais pas à ma première surprise dans ce monde de débiles, mais j'ai de la misère à croire qu'un juge va faire comme non, mais cette clause-là... c'est legit, t'avais juste à lire le contrat puis à prévoir que peut-être qu'à un moment donné t'allais au restaurant puis finalement ta femme allait être empoisonnée parce que tu t'es abonné, ça fait pas de sens. Puis tu sais, c'est frustrant aussi parce qu'une compagnie comme Disney, ils ont les moyens. Vous avez merdé là, les amis, faut que tu dédommages la personne, c'est tout, puis ça y ramènera pas sa femme là, si vous lui donnez de millions sur le side là. Puis ça, évidemment, une situation comme ça, South Park avait déjà prévu le coup dans sa saison 5 of course. Avec l'épisode Human Centipede. Oui, un classique. Oui, un grand classique, là, celui où... qui a inspiré, je pense, un sketch des Picbois, probablement. Il y avait de ça. C'est dans le sketch, l'épisode culmine au moment où Kyle se fait kidnapper par Apple parce qu'il n'a pas lu les Terms and Agreement de son nouveau iPad ou son nouveau iPhone. Puis là, il se retrouve dans un Human Centipede où est-ce qu'il y a un type avec un iPhone tapé dans le front. Puis là, il est nourri d'informations. Puis là, comme le Human Centipede, l'information passe à travers Kyle qui est dans la pire position du Human Centipede, c'est-à-dire au milieu. Et à la fin, il y a une dame et au bout de la dame, il y a un iPad. Et là, c'est la transmission de l'information d'une plateforme à l'autre sur Apple. Puis c'est la fameuse scène là, où le monsieur en avant est là « I believe in you, Kyle! Don't give up! » Puis là, ça part. Puis c'est des beaux moments de télé. C'est quand c'est rendu que des shows satiriques comme des Simpsons ou South Park, ils vont full R, puis c'est la réalité. C'est ça. C'est fou que... C'est débile qu'on soit rendu là. C'est ça, qu'il y a quelques années à peine, une vingtaine d'années à peine, ces choses-là étaient comme tellement absurdes que c'était du niveau de la parodie. Puis là, puis tu sais, je pense que c'est les gars de South Park eux-mêmes ont dit dans les dernières années, notamment quand Trump a été élu, que c'est de plus en plus difficile d'écrire de la fiction absurde tellement dans ce monde-là, absurde, parce que cet épisode-là aujourd'hui pourrait ressortir, puis ce serait plus quelque chose de complètement idiot sorti de moi, je dis souvent qu'on est rendu dans l'univers de l'OCP dans Robocop là, pour vrai on est vraiment rendu là. Tabarnouche, moi aussi je suis rendu dans l'OCP. Bienvenue dans l'OCP. Salut. J'adore le fascisme. Fuck. Ce soundbite là va venir te hanter éventuellement. Faut faire attention. J'oublie que c'était étonnant. Le rendez-vous des fascistes. Ça aussi, ça va me faire... Ça va, Laurent? Je suis mouillé. Oui, j'ai vu ça comme Niquette. Je suis même plus mouillé que toi. Je suis venu en Bixi dans Schlag, moi. Ah ouais, moi je suis venu en vélo du plateau. Moins longue ride, mais tu dois te demander il était comme trempé, moi, pourquoi je fais ça. Moi, quand je suis parti, il y avait juste une petite bruine. Puis là, genre, faut que je me rende jusqu'au métro anyway. Fait qu'une fois rendu au métro, il me reste juste 40 minutes à faire. Fait que... Ouais, c'est un peu ça que je pense. C'est du coup, quand t'es arrivé, tu m'avais pas dit que t'as dit que j'ai des vêtements de rechange, mais j'étais comme déçu. J'aurais aimé ça, pas pour les gens qui nous écoutent en live, que t'aies ma robe de chambre comme sur toi pendant que tu fais le show. Une petite pipe. Un scotch et une pipe. Ça aurait été malade.
Fait que voilà, bref, les avocats de Disney sont des assholes. Ils sont créatifs. Qui l'eût cru? Qui l'eût cru? On va suivre l'histoire. J'espère qu'il va y avoir une mise à jour là-dessus, parce que je veux vraiment voir ce que ça s'en va. Je pense le 2 octobre là, que la date d'audience est fixée, mais c'est ça. Ouais, mais ça veut pas dire que ça va être repris dans le cycle médiatique. Fait que c'est là où ça devient un peu plus compliqué. Mais, ouais, parce que ça va être moins scandaleux quand ils vont dire hey, finalement, ça avait pas rapport. Bon. Et on va y aller avec toi, mon cher Laurent. J'ai catché que j'ai déjà une nouvelle de fête. Oh! J'ai pris des notes aujourd'hui, puis j'avais le feeling que j'avais des nouvelles très Mathieu Niquette. Oh, OK. Ce que ça veut dire, mais ça fait pas. Attends, on va voir la prochaine, voir si ça fit. Ça se pourrait très bien. D'ailleurs, on peut-tu parler du jingle? Du jingle? Qu'on vient d'entendre? Oui, on peut en parler. Mon jingle. Oui. Ce jingle-là, pour moi, est très associé à faire de la tyrolienne dans la bouche de Godzilla. Ouais, puis finalement, tu le fais-tu? Eh bien, c'est de ça que je voulais parler. C'est pas vraiment de nouvelle, mais sachez que j'ai acheté mes billets pour aller au Japon. Wow. Ainsi que pour faire de la tyrolienne dans la bouche de Godzilla. Fait que t'as déjà acheté des billets pour la tyrolienne dans la bouche de Godzilla. Mais ça, c'est pas en novembre, en octobre? C'est en novembre, oui. En novembre. C'est bientôt, là. Oui, c'est vrai que c'est quand même bientôt, là. On commence à penser à genre, qu'est-ce qu'on veut faire? On va faire ça. Ouais. Puis là, le but du voyage, évidemment, de faire de la tyrolienne dans la bouche de Godzilla. le but numéro 1. Le but numéro 1. Kalem, elle doit être vraiment contente. Ben, elle a d'autres buts. OK, tu l'as pas forcé à embarquer dans tes projets de malade. Ben, je veux dire, elle va m'accompagner. Je l'accompagnerai sans doute à d'autres choses. OK. Ben, bref, tout ça pour dire que j'ai acheté les billets, puis là, en achetant les billets, ça dit, blabla, il y a comme des specs. Ouais. Des poids minimum et maximum pour faire de la tyrolienne dans la bouche de Godzilla. Faut-tu que tu perdes du poids? Hey. Non. Mais si peu. OK, ben OK, mais parce que là, j'étais comme, tu sais, le maximum, c'est 110 kilos. Je suis comme, OK, 110 kilos, c'est genre pas tout à fait 250 livres. Puis là, je suis comme, j'ai jamais eu de balance chez nous de toute ma vie. La dernière fois que je me suis pesé, c'était genre au secondaire dans le cours de musculation. Fait que... Tous des mots que j'entends, j'adore. C'est comme 2,32. C'est 2,32. C'est 2,42. 2,42? Ouais. Puis là, oui. Je me suis pesé chez mes amis l'autre jour. Alors, parce que je parlais de ça, là, je suis comme, j'ai un petit stress, tu sais, je sais pas combien je pèse. Je sais que j'ai pris du poids, tu sais, pendant la pandémie. Ben, tout le monde a pris du poids, là, je veux dire. Puis là, j'en ai pris 60, moi, des livres. 60? Oui, tu vois. Okay. Mais, fait que là, finalement, je pèse, vous le saurez, à la maison, je pèse 248 livres. Fait qu'il faut t'en perdre 4. Faut que je perde 6 livres. Voyons, idéalement, tu sais, le vrai but d'aller au Japon, c'est aussi de manger comme des aussi gros porcs. Oui, parce que la bouffe là-bas a l'air insane. Mais là, est-ce que ta tyrolienne est au début ou à la fin de ton voyage? Comme dans le milieu, tu sais. Attention. Et il faudrait que je perde un peu plus que 6 livres. C'est pas avoir à faire 2 livres de buffer. Les boxeurs là, qui sont comme, qui vont apaiser, là, puis ils pèsent 50 grammes de trop, ils vont faire le tour du bloc. C'était une livre. Ouais, c'est ça, c'était une livre de trop. Mais attends, c'est le Japon, hein. Ils sont plus à cheval. Ils sont rigoureux sur les règlements. C'est ça. Fait que voilà, vous savez tout. Si vous avez des conseils miracles, des bonnes pilules là, pour m'absorber toute l'eau du corps la veille. Prends. Mais il n'y a pas comme l'espèce de drogue qui fait maigrir, là, que tout le monde prend le Ozempic aux États-Unis. Ils ne savent pas trop comment, mais ça fait maigrir. C'est aussi un bon épisode de South Park qui est sorti. C'est le dernier à date là, qui est sorti. Je vous le conseille. Mais moi aussi, j'ai commencé à prendre la médication pour... Bon, je ne vais pas parler de ça, c'est pas grave, là, mais je prends la médication, puis j'ai lu les effets secondaires. Peux-tu dire que j'ai pensé 2 fois à prendre la Christie de pilule? C'est des affaires genre libido, c'est une chose, mais genre tu sais, comme tu peux arrêter de bander si je prends ce médicament-là. C'est pour tes cheveux? Oui. Moi, j'ai déjà pris ça, puis je le déconseille. Je l'arrête, en fait. Parce que... Moi, j'avais pris ça dans le temps, quand je commençais à perdre mes cheveux dans mi-vingtaine, à peu près. Là. Puis moi, c'est ça, là, c'était ça. Puis moi, mon docteur avait pas cru bon me parler de ces effets-là. Regarde, là, maintenant que c'est sorti, j'en parlais, mais moi, j'ai commencé à perdre mes cheveux tard. Il y a peut-être 2 ans, puis en plein milieu de la pandémie, je suis sûr que le stress n'a pas dû aider. Là. Puis là, je me suis dit, quelqu'un m'a parlé à un moment donné, puis il dit, hey, tu perds tes cheveux? Je suis comme, hey, j'ai vraiment pas considéré ça, mais je vais aller voir un médecin pour être certain. Tu sais, je vais voir un dermatologue. Puis le gars, il me dit, bah ouais, tu perds tes cheveux, mais excessivement lent. Fait que mon père, il est déjà chauve, mon frère est déjà chauve. Puis ça me dérange pas tant, c'est juste que, genre, je trouve pas que j'ai une tête. Tu sais, comme toi, je pense même pas que t'es chauve, là, tu sais, que t'as des... Moi, je trouve que j'ai pas une tête à ça, tu sais. Fait que je me dis, moi, essayer, moi, prendre des médicaments, moi, les essayer. Le gars m'a dit, libido, puis c'est ça. Quand je suis allé chercher les médocs chez le pharmacien, il m'a dit l'affaire de libido, il m'a dit érection. Puis là, après, je suis allé lire sur Internet. Les femmes enceintes, t'as-tu vu ça? Réduction de la quantité de sperme que tu
sacré en tant qu'homme, genre ça arrive, et aussi ta possibilité d'avoir des enfants. Donc, ton compte de sperme est réduit et tes problèmes érectiles, si tu en as, peuvent rester après la fin des prises de médicaments. Puis là, j'ai fait comme « Hey, fuck you », genre. Fait que, tu sais, je vais perdre mes cheveux, fuck it. Puis, tu sais, moi, c'est ça, moi, mon médecin, il m'avait jamais parlé d'aucun de ces trucs-là. Puis, moi, l'effet secondaire, est-ce que c'était du Propecia, toi? Non, c'est du F quelque chose. Moi, c'était Propecia. Si le nom vous dit quelque chose, c'est parce que José Théodore, à l'époque, il y avait eu un scandale autour du Propecia. Là. Il avait été détecté dans son sang. Pas bon public. Là. Mais, tu sais, c'est ça. Puis, il en avait parlé dans les médias à l'époque de ce fameux médicament-là. Puis, moi, l'effet secondaire qui m'avait fait le plus capoter, c'était tu sais, quand tu manipules la pilule, après, c'est important de te laver les mains si tu es en contact avec une personne enceinte parce que ça peut être. Là, j'étais là, la pilule est grosse de même. Là, minuscule. Là, t'es en train de me dire que si, mettons, je fais à manger, puis tu sais, que ce soit assez. Cross-contamination dangereux pour que ce soit un danger pour un bébé. Là, j'étais là, c'est absurde. Je vais perdre mes cheveux. Toi, tu mets ça dans ta bouche. Oui, c'est ça. Rassurant. Mais le Accutane, tu sais, pour les boutons, moi j'en ai pris quand j'étais jeune, dans la vingtaine, j'avais encore des boutons, puis j'étais écœuré. Oui, ok, je vais développer une psychose. Donnez-moi de l'Accutane, j'en ai plus de boutons, mais puis j'en ai pris. Puis sur chacune des capsules, dans l'espèce de... C'est un genre de mini-cartable de carton, là, où tu prends tes pilules, il y a le symbole d'une femme enceinte avec comme genre l'espèce de... interdit de fumer, là, le cercle avec la bande. Là. Parce que si tu mets une dame enceinte, son enfant risque d'avoir des malformations à cause que tu prenais l'Accutane. Tu sais. Ah ouais, OK. Oui, c'est terrible. C'est terrible. C'est pas genre, fais pas attention à la femme enceinte, c'est fais attention de ne pas engrosser personne. Ben, c'est fais attention parce que tu risques d'avoir un enfant qui va avoir de la difficulté dans la vie. C'est plus dans ce sens-là. Fait que assumez votre perte de cheveux. Ben, c'est vraiment pas si là, pire que ça. Moi, c'est parce que c'est arrivé en 3 semaines quand j'avais 23 ans. Là, fait que je te dirais que ça m'a saisi un peu. Le gars, il m'a dit, ta situation est excessivement lente. Fait que je sais, bon, OK. On va s'habituer. Puis la seule affaire que je vais utiliser, je vais essayer, c'est que j'ai essayé du Rogaine. Fait que j'en mets, là. Puis, regarde, je vais laisser je peux te prêter ma poudre à cheveux. C'est ça que j'allais dire. T'avais une bonne alternative. Mais écoute, là, je vais me faire l'idée. Je vais essayer le Rogaine. Si ça marche pas, fuck it, je vais assumer complètement. Mais je suis rendu là, tu sais, je suis un livre ouvert au mystérieux. Il y a ça là, qui s'en vient dans ma vie. Éventuellement, j'aurai pas de cheveux. Puis là, l'affaire de la libido, ça me fait peur parce que c'est la libido puis le dysfonction érectile. Puis quand je me suis fait crisser là il y a 2 jours, tu sais, j'ai plus rien de ça. Fait que là, je sais pas si c'est la pilule ou la situation qui moi, ce que ça avait fait, parce que je l'avais pris pendant un certain temps, puis moi, ce que ça avait fait, c'est juste que ça avait... je pense que c'est ça, littéralement, la libido, là, mais c'est juste que, tu sais, j'avais plus comme de... Oui, ça fait ça, de plus d'intérêt pour la vie. Ben, la vie, puis les autres personnes, les autres femmes, tu sais, puis là, tu sais, j'avais comme ça, j'avais 24 ou 25 ans, puis j'étais comme, il me semble que c'est un peu tôt pour passer à autre chose. Là, pour être un homme marié dans 50 ans. C'est ça, tu sais. Fait que là, j'aimais juste pas le feeling que ça me faisait dans mes relations interpersonnelles, au-delà de la sexualité, là, tu sais, au-delà du désir ou quoi que ce soit. Je trouvais ça vraiment bizarre, puis ça me donnait un affect très plat, là, tu sais, dans ma vie en général. Puis j'aimais vraiment pas le feeling de ça. Mais c'est un peu weird. Là, je suis comme tout le temps en train, pas de checker, c'est bizarre comment, je sais pas comment le formuler, mais tu sais, je suis tout le temps, est-ce que j'ai eu un problème? Là? Parce que je l'ai utilisé une semaine. Là. Tu sais, c'est pas... Veux-tu dire que t'es tout le temps en train de te... Ben là, en ce moment, on voit pas sa main droite. Je serais. Ah ouais, non, mais si tu viens, c'est comme quand tu mets trop ton attention sur quelque chose. Là, je suis supposé être excité en ce moment. Je suis supposé être. C'est ça. Moi, ça m'envahissait ça aussi. Là, tout ce côté-là là, de faire comme là, je devrais-tu. En ce moment, est-ce que je devrais avoir une excitation quelconque? Est-ce que je devrais. Fait que là, tu sais, puis là, c'est la pire affaire pour être excité. C'est de penser constamment parce que là, ça te fait de la pression. Fait que à suivre. Hey, j'ai hâte de le follow-up de ça. Un grand dossier éventuellement, mystérieux étonnant. Fait que, je pensais pas parler de ça aujourd'hui, mais c'est ce qui m'habite en ce moment. M'habite, voilà. T'avais-tu fini, Laurent? C'est même pas une nouvelle, c'est mon introduction. C'est une très bonne introduction. Quand même, on est passé. Mais là, tu vas filmer la tyrolienne, là. Si je me rends... C'est sûr que oui. Ça va être un gamble, je pense. Ça serait trop triste. Ouais, mais c'est ça, là, je suis comme... Tu sais, si c'était 50 livres... Je serais comme fuck off. Tu sais. Tu pourrais. 6 livres jusqu'en novembre. Ouais. Voilà, ça va. Tu sais, je suis comme. On fera pas l'épisode de Chips tout de suite. Ah oui, c'est vrai, on voulait faire l'épisode de Chips qu'on n'a pas fait. Mais, tu sais, ça se fait. Ça se fait. Ça se fait. C'est juste
portions, puis peut-être un peu de cardio, puis tu vas être correct. 3 mois. Ouais, tu peux. Ouais. Tu peux. Il y a du monde qui leur poids varie de 6 livres en une semaine. Ouais, J'avais un ami quand il était rentré à l'école de théâtre, il avait perdu 30 livres en 30 jours. Fait que, Comment il a fait ça? Il s'est charcuté sur ce Non, mais il était très en pris un chair. médicament pour la perte de cheveux. Il était très en chair. Puis l'école de théâtre, tu étais tout le temps, tu te lèves le matin, tu fais un petit workout. Fait que lui, ça a juste changé tout son mode de vie et son alimentation. Parce que le fait d'être pauvre, là, ça fait perdre du poids. Oui, j'ai remarqué ça quand je faisais pas d'argent et que j'étais Quand t'es un petit. pauvre étudiant, là, puis t'as juste les moyens d'aller à petite espèce de trucs communautaires qui te servent des repas santé, finalement. Équilibré. Fait que ce mix-là fait en sorte ça dépend. Si t'es le genre de pauvre qui est comme le McDo, c'est le moins cher que tout le reste. Puis c'est une réalité, hein. Tu n'as pas le choix. Non, mais des quand fois. tu es à l'école de théâtre, il y a un phénomène qui fait en sorte que si tu t'alimentes mal, ben tu n'es pas en train de pleinement réaliser ton potentiel d'acteur qui doit avoir un corps. Je trouve que ça a l'air d'une secte. Le temps que tu es à l'école, en fait, c'est de la secte où. C'est pas une secte où tu vénères quelqu'un extérieur à toi. Tu vénères la secte. Tu vénères toi pendant 3 ans pour essayer de te comprendre, pour savoir t'es qui, pour pouvoir enlever un peu t'es qui. Puis après ça, te réemballer. Là, ils appellent ça le retour au neutre. Là. C'est souvent la première étape de l'école de théâtre, c'est réussir à être neutre pour pouvoir après ça jouer un peu de tout. N'importe quoi. Il y a un peu de ça, mais tu passes beaucoup de temps sur toi-même. C'est pour ça que c'est pas quand les gens sont dans l'école d'art, souvent tu fais comme Chris, vous êtes lourd un peu les amis, mais c'est by design là. Puis je pense que c'est un passage obligé, mais des fois tu repenses à ton école de théâtre, tu sais comme c'est que je te fatigue là. Mais c'est ça. Ouais, j'ai cette réaction là moi quand je pense à l'université. Ah ouais. Je devais être quelque chose. Là, t'étais un universitaire. Ben non, non, puis tu sais, moi je suis passé par la porte en arrière, je pensais même pas pouvoir aller à l'université quand j'étais jeune à cause de mon parcours, mais j'étais super content d'être là, mais si je devais m'énerver là. Je devais énerver du monde en tabarnouche. Ah non, puis c'est correct. Ben, à cette heure, moi, le fait d'être passé par là, ça fait en sorte que j'ai beaucoup de... Je trouve ça cute quand je vois une gang de... Ouais, c'est ça. Là, j'en côtoie moi, mais quand j'étais coach d'impro au cégep, je côtoyais plus des étudiants. Puis là, quand j'envoyais, c'est ça, là, les jeunes étudiants du conservatoire qui revenaient au cégep, là, puis là, j'étais vous êtes des étudiants du conservatoire, mais il y avait quelque chose que je trouvais cute là-dedans. C'est quand, moi, je passe sur Saint-Denis, puis il y a des initiations durant l'UQAM, puis là, t'es comme... Ouais. Promener dans les rues, moi, je suis pas dans les rues de la ville de Québec avec ma gang, puis là, on s'arrêtait devant l'autre. Fallait qu'on dise « Je suis un acteur! » C'est génial, tous mes voisins l'apprennent maintenant. Mais là, eux autres, à chaque année, ça veut dire qu'ils se promènent. Fait que c'est les mêmes commerçants, les mêmes personnes. À chaque année, ils voient la nouvelle batch. C'est vous autres cette année. Qui crient « Je suis un acteur » dans le Vieux-Québec. C'est lourd. Moi, j'ai pas fait mon université. J'ai suivi les gens de mon bac à l'université, mais j'ai jamais fait l'initiation. Ça, je veux dire, l'initiation. J'ai pas fait l'initiation. Moi, j'étais pas fan d'initiation en général. Non. Je me souviens, la seule fois que j'étais allé, on a fini dans un bar, puis il y avait comme un gars d'une autre cohorte qui voulait se prouver. Je me suis levé, puis il voulait prendre ma chaise, mon spot. J'ai dit, hey, excuse-moi, je vais sur les toilettes, puis non, c'est rendu à moi. J'ai dit, OK. Puis je les laisse. Puis j'ai jamais fait ça de ma vie, tu sais. Aujourd'hui, je le ferais pas parce que je penserais aux conséquences. Le gars se pète la tête, il meurt, si je suis responsable. Mais juste enlever la chaise, puis c'est planté devant tout le monde. Puis c'est bizarre, quand je suis revenu de toilette, la chaise était libre. Ouais, c'est ça. C'était l'ego masculin de l'ambulance s'en allait. Oui, c'est ça. Le gars est mort. C'est ça que je veux dire. Objectivement, là. Il n'y a rien de plus drôle qu'un gars qui se fait ôter sa chaise. Ben, surtout quand il est coquille, là. Il était coquille. Bon, excuse-moi, Laurent, on est fait... ma nouvelle est très Mathieu Niquette parce que je vais vous parler de sport alternatif. Ouais, Mathieu Niquette est très, très... Puis ça tombe bien qu'on parle de ça parce que c'est peut-être une chose que je pourrais faire d'ici novembre. Je vais parler d'alimentation sportive. C'est le nom officiel de concours de mangeage de hot dog ou d'autres aliments. Ça, j'aime ça. Parce que j'ai vu qu'il y aurait un événement bientôt sur Netflix. Sur Netflix? Sur Netflix. Live? Netflix Live, imagine-toi donc. Je savais même pas que ça existait. C'est impossible qu'ils mettent du contenu de merde sur Netflix. Le dernier live qu'on a eu, c'est le spécial de Joe Rogan. C'était pas très bon. J'ai un message à l'oreille. Ça va s'appeler... Joey Chestnut et Takeru Kobayashi, Unfinished Beef. Donc, grosse histoire, ça, dans le monde de la Boostify. Ben, tu vois, je savais que ça t'intéressait. Non, mais je suis vraiment au courant de cette histoire-là. C'est vraiment fascinant. Ben, moi, pas du tout. J'ai fait mes recherches. Tantôt, j'ai lu... ces deux messieurs ont des très longues pages Wikipédia. Mais c'est deux légendes. C'est des athlètes. C'est deux, effectivement, athlètes de l'alimentation sportive. C'est le nom officiel.
Ça me fascine. Donc, Joey Chestnut, qui est un grand champion, le champion du monde actuellement du mangeage de hot dog, qui a eu... je pense que le gros événement du mangeage de hot dog, c'est beaucoup le Nathan's Hot Dog Contest qui se passe à Coney Island chaque 4 juillet. C'est le plus gros, le plus important. Le plus important, parce que là, j'ai vu, il y a beaucoup de concours de mangeage, d'autres affaires. On dirait que le hot dog est la pointe de l'iceberg de l'alimentation sportive, mais il y a beaucoup d'autres choses. Joey Chestnut, il a gagné tous les Nathan's Hot Dog Contest de 2007 à 2014. Ensuite, de 2016 à 2023, il n'a pas compétitionné en 2024 parce qu'il a commencé à endosser un hot dog VG. C'est ça. Un hot dog VG, puis il s'est fait tasser de la compétition. Le Nathan s'était fâché, puis comme des épais, ils ont fait t'endosses une compagnie VG, nous autres, on te sort du concours, mais l'intérêt d'aller voir le concours, c'est d'aller voir Joey Chestnut. C'est ça, exactement. Voilà. Puis Takeru Kobayashi, lui, est un petit peu plus vieux. Ça a l'air que c'est un gros champion de plein d'autres affaires. Il a gagné quand même au Nathan's de 2001 à 2006 avant d'être justement battu par Joey Chestnut. Il est 6 fois champion. Je pense... Attends, c'est quoi Joey Chestnut, son record, c'est 76. Il appelle ça des HDB. C'est l'unité de mesure. C'est Hot Dog and Bun. Donc, des hot dogs complets. 76 HDB en une période de 10 minutes. En 2016, ça a été son grand record. Aucun sens. Ça veut dire 7,6 hot dogs à la minute. Je sais. C'est vraiment le genre d'affaire qui m'égale, fascine et m'écœure. Moi, ça m'écœure profondément. Je suis pas capable de regarder ça, je viens comme mal. Voilà, fait que là, ces deux-là, effectivement, se sont passés le titre là-dessus plusieurs fois pendant plusieurs années. C'est comme, je pense que Kobayashi, le japonais, il n'est pas retourné au Nathan's Hot Dog Contest depuis qu'il a été rebattu en 2009 c'est une question d'honneur. Par Joey Chestnut, mais comme il est vieillissant, il y avait des rumeurs comme quoi il prendrait sa retraite, mais il est comme, tant que je ne le rebats pas au moins une fois, je ne vais pas accrocher mon estomac. je pensais ma bavette. Oui. Bref, tout ça pour dire que ça va culminer en un live qui sera diffusé sur Netflix, filmé dans un... Hey, c'est pas une affaire d'OCP, ça. Je sais pas qu'est-ce que c'est. Ouais. Filmé à Las Vegas, à l'hôtel Luxor, hôtel et casino, évidemment. Mais ça, c'est fou parce que, tu sais, c'est ça, c'était supposé, le Nathan's Hot Dog 2024, c'est supposé d'être l'espèce de culmination de l'affrontement de Joey Chestnut. Tu sais, ça aurait été, pour Nathan's, probablement leur événement le plus couru. Puis là, ils se font Daniel Pion. À cause qu'ils ont décidé de bloquer un des deux candidats. C'est ça, c'est sûr que Netflix a fait exact. C'est suite à ça que Netflix a décidé de sauter sur cette opportunité-là. Puis pour vrai, je pense... C'est un coup de génie. Puis je prévois que ça va être très, très, très suivi, très écouté. Tu sais, ce serait comme à l'époque des années 90, là, ce serait comme, tu sais, un duel Mario Lemieux, Wayne Gretzky, là, puis on va enfin déterminer qui est le meilleur. Qui mange le plus de hot dogs entre les deux. Exactement. Non, mais c'est ça. Tu sais, pensez aux deux sommités de n'importe quel domaine, puis là, on les fait s'affronter l'un contre l'autre. J'ai lu un article qui disait qu'il y avait un épisode d'une série qui s'appelle 30 for 30, déjà sur Netflix, qui a un épisode sur la rivalité entre les deux déjà. Fait que si vous voulez vous préparer au match, vous pouvez déjà... Peux-tu écouter live? Ça, j'ai pas checké. Je présume que ça prend un abonnement Netflix un peu supérieur à ce que moi je paye. Toi, tu payes celui avec quoi, les publicités maintenant? Ouais. Ça, je sais pas. Peut-être pas. Je sais pas. J'imagine après que ça sera disponible en rediffusion. Ouais. Moi, j'ai plus d'infos. Je consomme mon Netflix autrement maintenant. Ah oui? iTunes.vidéotron.com? Non, je sais plus c'est quoi le nom du site, mais j'ai trouvé un bon site. OK. Un bon site alternatif. Un bon site alternatif où il y a de tout. Moi, ce que j'aime de ta nouvelle, Laurence, c'est que le nom du japonais Kobayashi, c'est aussi l'espèce de scénario impossible à battre dans Star Trek. Oui, c'est vrai. On fait passer aux académiciens. C'est en l'honneur de Starfleet. qui, ça, dans Star Trek? Il me semble. En l'honneur du gars qui mange le hot dog. Mais de la perspective de Star Trek, c'est ça, puis ils sont dans le futur. Oui, c'est vrai. C'est le Kobayashi. Bon, ben écoute, le futur va se créer quand? C'est quand cette affaire-là? 2 septembre. Non, ça s'en vient vite. C'est à 3h Eastern Time. Là-bas, il va être midi, je pense, mais 3h pour nous.
Excellent. Hey, on parle de Netflix, mais je reste dans Netflix, puis ça reste aussi un peu dans mes intérêts, mais là, je ne vous parlerai pas de Star Trek comme je viens de le plugger, mais bien de Ghostbusters, parce que Netflix vient de donner le feu vert à la production d'une série d'animation qui va être produite, entre autres, par Sony Animation, Netflix et Ghost Corp, qui est comme l'entité dans Sony qui s'occupe de la propriété intellectuelle de Ghostbusters. Ça va être annoncé il y a environ 3 ans de ça, en juin 2022, et là, le feu vert a été officiellement donné. Ça va être écrit, showrunné, je sais que ça n'existe pas ce mot-là, mais bon, c'est comme ça qu'on va dire ça, produit exécutivement par un certain Elliot Callen, qui a été scénariste sur The Daily Show et Mystery Science Theater 3000, donc j'ai bien hâte de voir ça. Comme je l'ai dit, c'est en développement depuis 2022. On a très peu de détails sur ce que sera l'histoire, mais on nous dit que ça sera en lien au niveau du ton avec ce qui a été fait récemment du côté de Ghostbusters, donc les 2 derniers films de Jason Reitman et de Gil Kinnan, donc probablement plus kid-friendly, orienté famille. D'ailleurs, les 2 sont producteurs sur le projet, puis comme je viens de vous le dire, Jason Reitman avait fait Ghostbusters Afterlife, l'a réalisé, et Gil Kinnan avait fait Ghostbusters Frozen Empire. Les 2 ont écrit, ou co-écrit plutôt, les 2 scénarios. C'est la 3e série d'animation de Ghostbusters. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y en avait une depuis... Pas depuis The Extreme Ghostbusters, qui était la série des années 90. Oui, okay. Il y a eu The Real Ghostbusters qui a roulé pendant 140 épisodes. C'est vraiment une très bonne série qui tient quand même bien la route encore aujourd'hui. De 86 à 91, ça avait été diffusé à la télé. C'est ce qui a engendré la multiplicité des jouets qu'on a vus de Ghostbusters dans ces années-là, d'ailleurs. Okay. Moi, je savais pas. Hein. Quand j'étais petit, j'avais des jouets des Ghostbusters, mais je savais déjà dit ça. Je savais pas qu'il y avait une série télé. Oui, c'est ça. C'était les jouets du film. Ça, c'est la série avec laquelle on est le plus familier. Plus familier, ouais, la première, puis ça a duré vraiment, vraiment longtemps. Okay. Il y avait j'en ai déjà parlé, mais un des auteurs de bande dessinée établi aujourd'hui, J. Michael Straczynski, a écrit pour cette série-là. D'ailleurs, c'est drôle parce que quand Frozen Empire est sorti, les 2 scénaristes ont dit « Ouais, on s'est beaucoup inspiré du cartoon des années 90. » Puis J. Michael Straczynski a fait « Ouais, ça serait le fun que le gars qui a écrit la plupart de ces épisodes soit encore around. » Il se pointait lui-même du doigt. Donc, 3e série d'animation, ça avait été suivi par The Extreme Ghostbusters parce que les années 90, tout était extreme. 40 épisodes cette fois-ci, ça avait commencé en 1997, donc quelques années après le hype de Ghostbusters. Vous pouvez trouver d'ailleurs des épisodes de Real Ghostbusters en ligne officielle, sur le YouTube officiel de Ghostbusters. De Ghostbusters. C'est vraiment bon, si vous voulez jeter un petit coup d'œil. Fait que voilà, j'ai hâte de voir ça. Ça s'en vient du côté de Netflix. On va continuer avec toi, Mathieu. Ben oui. On rappelle que Mathieu est aussi un membre officiel des Mystérieux Étonnants. Oui. J'ai accroché ça sur mon mur. T'as dit ça pour vrai? Oui, c'est accroché sur mon mur. Officiel. Il est un peu magané parce qu'il a vécu l'enfer ce soir-là, en particulier. Mon lapin en a mangé un petit coin. Il a mangé un petit coin, ok. Ouais, c'est un honneur. Ben oui, c'est un honneur. Mais moi, pour vrai, je réécoute ce segment-là des fois quand je suis down, pour me remettre dans le petit piton, puis je trouve ça hilarant quand on t'a donné le certificat à la fin de la 800e. C'était un moment. Mais il est affiché, puis pendant un bout, là, c'était affiché derrière moi quand je faisais mes zooms de job, là, tu sais, puis ça a l'air d'un petit diplôme. Tu sais, moi, j'ai pas ça, des diplômes. Fait que... ouais, l'école de théâtre, il donnait pas. J'ai pas fini, moi, j'ai été double renvoyé d'école de théâtre, mais mine de rien. Ma prochaine nouvelle, on est encore dans le cartoon. D'ailleurs, je me demandais, tu sais, s'il allait faire un peu comme X-Men 97, puis reprendre un peu l'esthétique. Non, ça aurait été le fun qu'ils suivent, en fait, dans la tracée, dans la ligne plutôt de Real Ghostbusters, mais non, pas du tout. Mais là, je vais vous parler donc de X-Men 97, plus précisément de Bo DiMaggio, qui est l'auteur principal de X-Men 97, qui a été renvoyé de la saison 2, puis il a été renvoyé quelques jours avant la sortie de la première saison en mars dernier. Et là, cette semaine, il y a comme eu quelques petites bombes là, qui ont éclaté. Mes nouvelles proviennent du LA Times et de la page YouTube New Rockstars que j'aime bien. Ouais, c'est bon ça. Ouais, ce sont des belles analyses puis tout ça. Cette semaine, donc, DiMaggio, au début de la semaine, a dit avoir été renvoyé et que son nom allait être retiré des crédits de la saison 2. Puis selon Bo DiMaggio, c'est à cause d'un post qu'il a fait dans le cadre de la Gay Pride. Le post, c'est un fan art qui s'est fait envoyer de lui en cyclope sexy, là, un peu, là, si tu veux. Fait que tout musclé. Tout musclé là, avec sa face. Ouais. Puis là, lui, il dit que c'est à cause de ce post-là qui a été renvoyé. Puis il mentionne dans ses tweets que c'est...
Il dit aussi que c'est juste le dernier chapitre des patterns troublants qu'il aurait vécu à l'époque où il travaillait pour Blade, notamment quand il était writer pour Blade, mais qu'un jour, la vérité va sortir. Déjà, red flag, parce que la vérité va sortir, c'est l'argument principal des conspirationnistes. Fait que là, déjà, j'étais, on dirait que je suis pas sûr de celle-là. Puis, parce que j'ai vu ça vraiment en temps réel là, se déployer, puis je me disais aussi, ce serait weird que Disney renvoie quelqu'un pour un post par rapport à la Gay Pride dans le mois de la Gay Pride. C'est un peu weird. Surtout de ce que tu me dis, je sais pas c'était quoi les commentaires alentour, mais c'était juste un dessin vaguement sexy. Exact, quoi. Puis c'était pas sexuel, c'était pas dégradant pour la franchise. Non. Ça serait pas impossible, mais ça serait surprenant dans le contexte actuel. Exactement. Puis évidemment, ça fait pas de sens. Donc, à moins que son post c'était comme c'est dégueu, ne m'envoyez plus jamais ça. Wesh. Non, mais il est ouvertement homosexuel. Donc, exact. Oui, c'est ça. Il était identifié à un moment donné quand il était dans son hype, là, quand on savait pas qu'il avait été renvoyé. En fait, il était dans des revues gays comme disant le writer nerdy gay. C'était comme, c'est devenu une icône un peu là, de ça, parce qu'en plus, il fait du fitness. Fait que c'est lui tout le temps sur son Instagram avec des pipes, là, pis tout. Là, fait que c'était vraiment une icône gay. Mais il mettait pas juste des photos sur Instagram, c'est ce qu'on a compris, là, je pense. Parce que là, la nouvelle prend un tournant. Là. C'est ça qui arrive. C'est que, donc, après, DiMaio est décidé de sortir ça cette semaine. Je pense que Marvel, lui, voulait surtout garder ça un peu à l'intérieur de la famille, disons. Fait que Marvel n'a pas eu le choix de répondre à ça. Marvel a dit l'avoir envoyé avant la première de la série, en mars dernier, donc pour des découvertes flagrantes sur des comportements qu'il aurait eu envers ses collègues. On parle d'inconduite sexuelle qui a été alléguée contre lui, puis après enquête à l'interne, ils ont jugé qu'il ne pouvait plus être associé au projet de Marvel et de quelconque façon avec Marvel. Puis ensuite, ils ont dit qu'ils ont retiré ses crédits de la saison 2 parce qu'il a continué à parler de la série sur ses réseaux sociaux, ce qui était dans la fin de son contrat stipulait qu'il n'avait plus le droit de parler de Marvel, de la série X-Men sur ses réseaux sociaux. Fait que ce serait pour ça, selon Marvel, que tout ça est arrivé. Les avocats de Beau DiMaio, eux, ont dit que c'était juste une stratégie de PR de la part de Disney pour discréditer DiMaio. Fait que là, on est un peu dans cette espèce de confusion-là. On est encore là-dedans. C'est que depuis mars, donc, on était dans le flou parce que, donc, on voyait que DiMaio, il y avait des rumeurs qui avaient été renvoyées, mais il participait encore à des événements. Il avait participé au D23 le 11 août dernier. Le 11 août dernier? Oui. Non, c'est sûrement de l'année passée. Ah, de 2023, oui, 23. Parce qu'il vient de passer de D23. Puis... Non, D23, c'est le nom de l'événement. Ah, OK. D23 vient d'arriver, donc il était certainement pas là cette année. OK. Ouais. Parce que, en tout cas, en juillet de cette année, il était sur la liste des producteurs parce qu'il était en nomination pour les Emmys. Fait qu'il était encore en nomination. Saison 1, oui. Pour la saison 1, oui. Puis, donc, le 15 août, il a sorti, Beau DiMaio a sorti cette bombe-là par rapport au fan-art de la Gay Pride. Puis là, New Rockstars, ce qui est intéressant, c'est qu'eux, ils s'intéressent à tout ça, puis ils vont tout le temps dans des deep dives, mais avant même de savoir cette histoire-là, ils ont fait des entrevues avec des membres de X-Men 97, ils ont parlé à plusieurs personnes, fait qu'eux autres peuvent recoller des morceaux avec des entrevues qui n'étaient pas à propos de ça du tout, mais ce qu'eux notaient, c'est que les acteurs et les producteurs, eux, semblaient satisfaits de Beau DiMaio, mais ils disaient, on n'a jamais réalisé qu'on n'avait jamais eu de son de cloche de la part des auteurs, des autres auteurs et des animateurs qui eux, travaillaient directement avec Beau DiMaio. Puis, New Rockstars est arrivé avec quelques conclusions. Donc, les conclusions qu'il en tire, c'est que, DiMaio a donc pas été renvoyé seulement à propos de ce post-là. Puis aussi, il mentionnait qu'il avait parti à une espèce de OnlyFans de photos sexy de lui. C'est pas en rapport avec ça qu'il a été renvoyé. Marvel, il n'aurait pas invité... il n'aurait pas créé une controverse, comme on disait tantôt, pour des raisons aussi futiles qu'un post, somme toute, anodin. En mars dernier, donc, Marvel et DiMaio sont venus à une entente où est-ce que DiMaio pouvait parler de X-Men 97, mais ne pouvait pas, pouvait juste en parler positivement. Et puis, selon eux, donc, ce post-là... rentrait pas dans le cadre de ce que lui avait le droit de poster à propos de cette série-là. Puis donc en juin, il y a eu cette photo-là de Cyclope. Puis c'est pour ça qu'il a enlevé des crédits de la saison 2 qui est à sortir encore bientôt. Puis juste pour clarifier, ce qu'il faisait, c'est qu'il envoyait des photos explicites de lui à certains créateurs, puis il disait « Hey, voici, c'est comme ça que le personnage devrait apparaître ou devrait prendre comme pose. » Puis c'était comme lui en scène selon Disney. C'est un gars qui s'appelle The Insnider, Jeff Snyder. Ouais, il est bon, on en parle souvent à l'émission. C'est un gars qui a juste un Twitter puis un Patreon.
Exact. C'est vraiment... Fait que, tu sais, c'est tout le temps, ces gens-là, on dirait que c'est tout le temps un peu à prendre... oui, mais lui, il est bon, habituellement. Mais c'est ça, puis à un moment donné, avec le track record, tu fais, OK, cette personne-là, vraiment des liens, puis tout ça. Puis, ben, c'est ça, là, il y a eu des rumeurs de photos nues là, de lui dans des poses suggestives. Puis il dit, non, mais c'est ça se fait souvent, là. Tu sais, souvent, les gens... C'est de la job. Ouais, tu sais, ils montent, je veux que le super-héros soit comme ça. Ben, ouais, mais t'étais pas obligé d'être tout nu. Puis... C'est ça que Laurent me dit tout le temps. Non, mais on voit mieux les muscles si tu veux dessiner les muscles. Oui, ben exact. Puis un autre élément qui est assez évocateur, c'est que Beau DiMaio a déjà eu une espèce de beef avec un autre auteur qui s'appelle Matt D'Ambrosio. Il écrivait sur The Witcher ensemble. Puis il était en beef sur un autre sujet, là, que je vous épargne les détails, mais à un moment donné, Matt D'Ambrosio a publié un tweet qui a été effacé rapidement, mais qui disait « Hey, moi, si je m'étais fait mettre dehors d'une job pour avoir abusé émotionnellement et physiquement des gens, là, on parle de The Witcher, je me concentrerais sur obtenir de l'aide plutôt que de constamment parler de cette job-là dans des tweets. » T'sais. Puis là, il a enlevé ça parce j'imagine qu'il était dans le règne de la diffamation, mais on a déjà quand même un autre auteur qui a travaillé avec lui, qui avait évoqué, avant que tout ça se sache, qui avait évoqué qu'il était abusif émotionnellement et physiquement. Ce qui est bizarre, c'est que toute cette attention-là qu'il obtient en ce moment, c'est un peu de son... C'est Twitter. C'est lui qui l'a fait. Non, mais c'est lui qui l'a fait dans le sens qu'il n'y avait aucun commentaire de la part de DiMaio ni de Marvel depuis son renvoi. Personne n'avait donné de raison. Puis là, c'est comme lui qui lui-même se victimise, qui le met sur les médias sociaux. Ben, puis si vous allez chercher Beau DiMaio, c'est quelque chose qui fait beaucoup. Là, aller chercher de la validation sur ses réseaux sociaux, surtout sur Twitter. Là, c'est là qu'il est le plus actif. Puis, fait que, en tout cas, on connaît pas la vérité, mais disons que les éléments pointent dans une direction. On va sûrement le voir en cours éventuellement. J'ai l'impression que c'est là où ça en sort. Je pense que oui. Là, ça va sûrement se développer dans les prochaines semaines. Non, mais là, si c'est un beef avec Disney, tu peux juste aller en arbitrage, right? C'est ça qu'on a appris. C'est ça, tu peux plus. On peut plus. Oui. Il faut que tu meurs. Non, tu peux pas manger de peanuts pendant que tu es en arbitrage. Je sais plus. Bon, anyway. On va aller avec toi. Merci, Niket. On va y aller avec toi, Laurent. Est-ce que le nom de Dave Pickley, c'est Dave Pickley probablement, vous dit de quoi, les gars? Non. Sûrement que c'est sa création, oui, c'est le créateur de Capitaine Bobette. Je sais même pas c'est qui Capitaine Bobette. Hey, c'est drôle parce que moi, quand j'étais jeune, dans ma famille, on avait un personnage de Capitaine Bobette qui consistait à se mettre des bobettes sur la tête. Puis j'imagine que c'est ça, Capitaine Bobette. Vous jouez à ça, vous autres, dans le temps? Ben non, mais tu sais, on se mettait des bobettes, là, puis ça faisait comme un masque de super-héros. En fait, j'aime ça quand même. Ben, vous êtes quoi? Vous êtes 4, vous autres? 4 enfants, oui. Wow, fait qu'on est 6 en tout. Parce que mon père participait. On se salue. Salut, Guy. Dave Pickley, en fait, Capitaine Bobette, c'est ça aussi, mais toutes ses créations, en gros, c'est il fait de la bande dessinée comme s'il était un kid de 4 ans. C'est en drôle, gros. Ça. Fait que Capitaine Bobette, c'était comme des romans illustrés que c'est comme un super-héros, mais c'est un bébé en couche, mais c'est aussi une cape. Il y a eu un dessin animé de ça qui a été adapté en long métrage il y a quelques années. Un dessin animé, je pense maintenant, le samedi matin aussi. Moi, j'aime beaucoup une autre de ses créations, et c'est de ça que je vais vous parler, qui s'appelle en français Super Chien. En anglais, c'est Dogman. Le principe, c'est qu'au début de l'histoire, encore là, c'est tout le temps, il y a une mise en scène de l'auteur qui est comme un kid de 4 ans qui présente sa création. Ouais, c'est ça. Fait que c'est un peu dessiné avec les pieds. Puis là, le principe, c'est comme, il y avait un super policier, il y avait un chien policier. Puis là, les deux sont dans un guet-apens, ils meurent. Fait que là, ils ont greffé la tête du chien policier sur le corps du policier. Puis là, maintenant, c'est Dogman. Et donc, c'est la tête du chien dans le corps du gars. Ouais, c'est ça. Fait que c'est comme, le gars, c'est comme une super police, mais avec une tête de chien, puis qui agit comme un chien, tu sais, il fait pipi sur les bornes fontaines, ce genre d'affaires. C'est drôle parce que, évidemment, que l'inverse serait plus. Mais il y a plus logique. Plus logique. Il y a eu une série dans les années 90, c'était comme un gars qui s'est retrouvé dans la tête oui, il s'était retrouvé dans la tête de son chien. Digby, c'est un bon chien. C'était un chien policier. Fait que il s'est fait électrifier. Puis là, il y a eu un transfert d'esprit. Ouais, ça fait ça. Freaky Friday style. En tant qu'ancien électricien, je vous dis, essayez pas ça. Ça marche pas pour j'aime ça prend les bonnes circonstances. C'est ça, exact. C'est très spécifique. Mais donc, c'est une super bonne série, c'est super absurde, c'est vraiment, tu sais, très premier niveau, mais avec des idées, genre, tu sais, un peu comme il existait aussi sur le marché américain, c'était quoi, Axe Cop, je pense, là? Ouais. Qui était comme un gars qui dessinait l'histoire racontée par son petit frère de 5 ans aussi, là, fait que c'est genre
C'est comme un kid qui te raconte une histoire ne s'empêche de rien. Il n'y a aucune censure. Il n'y a aucune censure, ça sort du cas à l'autre, mais il y a des idées vraiment champ gauche, c'est comme vraiment intéressant. Moi, c'est ce que j'aime dans Dogman. Puis aussi, il y a une espèce de... Je trouve que ça désacralise la BD, dans le sens que je pense que si t'es un kid puis que tu lis ça, puis les dessins sont pas beaux, sont efficaces, mais sont pas beaux, ça te donne le goût de faire la BD toi aussi. Ouais. T'es comme, tu regardes ça puis tu te dis, moi aussi je suis capable, moi aussi j'ai des idées, sont pas moins bonnes. T'sais. Bref, tout ça pour dire que Dogman, il y a un jeu vidéo qui s'en vient. Qui s'appellera Dogman Mission Impossible. C'est comme une patte. Une patte. Ouais. AW. Ouais, AW. Qui sera développé par à la fois DreamWorks et Mindscape. Ça va sortir un peu partout, le Steam, PS5, la Switch, la nouvelle Mindscape Xbox. ou Manscape? Mindscape. Dogman. Non, Mindscape. Okay. Ça sera un platformer en 2D, un cool. side-scroller, dans le bon vieux temps. Comme dans le bon vieux temps, ouais. oui. Puis c'est ça, en tout cas, le communiqué que j'ai reçu disait qu'il y aurait au moins 50 niveaux dans 5 mondes différents et qu'on revisiterait des lieux mythiques de la série de Super Chien qui compte bientôt 13 volumes. Là, quand même, hein, wow. Plus un spin-off. Donc, plusieurs prisons parce que le chien police, il met du monde en prison, les vilains. L'hôtel de ville et l'usine de Super Guimauve. Super Guimauve. Ouais. Il y a des super guimauves dans ce... Il y a des... écoute, moi, mon bout préféré dans ceux que j'ai lus, c'est... une monnaie, il y a des hot dogs qui prennent vie. On revient... Puis là, ils font une genre de manif, là, c'est genre très Frankenstein, là, des fourches puis des torches. Ouais. Puis là, genre, les hot dogs mettent la ville à feu à sang. Puis là, ils sont comme, vite, les petits hot dogs. Puis là, il faut les arrêter. Puis là, ils sont comme super fâchés. Ils sont comme, on n'est pas des petits hot dogs. On est des hot dogs de taille normale. Respectez-nous. J'aime que, à cause des Simpsons, quand j'imagine une manifestation, je vois tout le temps des pics puis des torches. Ouais. Ben oui. Parce que dans les Simpsons, ça prend juste une petite affaire puis ils partent tout à la fois capoter avec des torches. Ouais, je sais pas, le mob est je facile. sais pas combien de fois ça a été fait pour vrai. Mais c'est ça a dû arriver au moins une fois. J'imagine. Je peux pas croire. Je sais pas si c'est un thing ou si c'est arrivé comme une fois puis là les gens reviennent dans ça. Mais je sais pas, je pense que ça vient très des vieux films de la Universal. Dans les premiers Frankenstein, quand ils mais c'est arrivé dans la vraie vie. Mais tu sais, c'est ça. Est-ce que ça a un ancrage dans la vraie vie? Puis si oui, ça arrivait dessus comme à toutes les semaines, à tous les c'était-tu mois, régulier ou c'était un événement quand ça se passait? Comme le goudron et les plumes. Les goudrons et les plumes, ouais, c'est ça. Ça a l'air compliqué, ça. Ah oui. Je veux dire que des c'est torches, salissant pour tout le monde. des fourches, c'est des fermiers, tu sais, je conçois, tu sais, c'est les affaires les plus proches, les plus simples. Ouais. Du goudron et des plumes. Hey, c'est du trou. Mais là, je veux dire, t'es en train de bâtir un chemin de fer, peut-être c'est quand même plus. J'ai une question. Le gars qui se faisait mettre dans le goudron, est-ce qu'il mourait ou il mourait pas? C'est pas clair. Écoute, mon principal référent étant Lucky Luke. Il mourrait pas. Il mourrait pas. Mais moi, je pense que c'était l'humiliation. L'humiliation d'être dans le goudron. Qu'est-ce que tu fais après? Tu peux pas assez d'huile d'olive dans le monde. Ouais, c'est ça. Je veux dire, se nettoyer au Moyen-Âge. Du goudron sous cette forme-là, liquide. Ça doit être chaud. Fucking chaud. C'est chaud, là. Parce que les gens mouraient. C'est ça l'affaire. C'était bouillant. Peut-être. Peut-être que oui. Je me souviens d'un épisode de Huckleberry Finn que le gars, il se retrouvait sur un genre de bâton, il l'amenait dans le village, puis était recouvert de goudron. Il s'appelait comment dans son ami? Hey, toi, non. J'essaie de faire cancel Ben. S'il vous plaît, là, ça va pas bien. On n'était pas les amis du fascisme. Oui, c'est ça. Moi, c'est l'épisode où je chante. C'est parce que là, tantôt, t'as dit qu'il y a l'épisode 862, puis là, nous autres, on est juste comme à 600 quelques, puis là, je disais, il va falloir qu'on trouve un moyen de les rattraper. C'est même en prison 4-5 ans. C'est l'épisode où on apprend que Stupid était Jake tout ce temps-là. Finalement, il fait pas juste y ressembler, c'est lui. Je suis sûr que Ben il est capable de faire le show en prison. Je trouverais une façon. S'il y avait une manière de le faire, je le ferais, je pense. Merci, Laurent. Ça fait plaisir. OK. Je vais passer à un autre sujet. On va changer de sujet. Vous connaissez le système Steam? Hein, oui. La boutique d'achat de jeux vidéo en ligne Steam, c'est excessivement populaire. C'est géré par Valve. Oui. Et depuis à peu près plus d'une dizaine d'années, en fait, les utilisateurs de Steve peuvent laisser des commentaires sur les jeux. Mm-hmm. Donc, ça, mettons, ils ont joué
que ce soit 10 heures, 1 minute ou même des fois pas, là, peuvent laisser leur opinion sur les jeux et ça peut être consulté par les autres utilisateurs. Ça peut aider les gens à faire leur propre opinion. Moi, j'ai déjà travaillé pour une compagnie de jeux où la personne avait genre joué 10 minutes puis c'était la pire des critiques ever. On trouvait ça très, très, très drôle. Mais les critiques positives et négatives sont acceptées sur Steam. Donc, tu pouvais trouver n'importe quoi. Par contre, ça devient un problème depuis quelques années. Il y a juste des memes, des espèces de critiques en ASCII, puis des genres de critiques à un mot qui polluent la section des commentaires. Fait que ça fait qu'en sorte cette section-là, ça ne sert plus à rien, ça devient un petit peu caduque. Et là, Steam décide de mettre en place un nouveau système pour filtrer ce genre de critiques-là. Donc, les mèmes, les trucs en ASCII, les critiques à un mot ou les critiques qui ne sont pas des critiques. Et puis là, j'entends déjà la horde de gamers en tabarnak, censure et compagnie. Vous allez pouvoir, selon Steam, activer ou désactiver cette fonction-là. Puis le tri va se faire à la fois grâce à du machine learning, des modérateurs qui vont flaguer les billets qui sont problématiques et autres. Ah, mais c'est brillant, ça. Si tu veux aller jouer dans le fond sceptique, si tu vas jouer... Si tu veux rencontrer le pire de l'humanité, tu peux quand même. Mais vous allez pouvoir activer cette option-là. Ça va être implémenté tranquillement. Là, l'annonce a été faite sur un blog de Steam le 14 août dernier, donc ça va venir tranquillement. Puis c'est un travail en cours, mais je trouve que c'est une très bonne idée. Est-ce que... parce que ça doit pas être juste sur Rotten Tomatoes, là, que genre, il y a des gens qui massivement qui vont bomber un film parce que les madames sont fâchées. Là. Ouais, mais là, au moins, j'ai l'impression que la critique, elle l'influence pas. C'est que Rotten Tomatoes, c'est qu'il y a un score au final. Fait que là, le score, à la fin, c'est ce que les gens vont consulter le plus. Là. Ouais. Mais tu as deux scores. Tu as le score de la critique et tu as le score du public. Exact. Moi, je vais vous le dire, ben franchement, là, je vais jamais voir le score de Rotten Tomatoes. Je trouve que ça sert à fuck all. Puis, tu sais, je veux dire, si c'est votre film, vous l'aimez, c'est le pire film coté. Who gives a fuck? Ben comme là, Borderlands, là, qui avait commencé à 0%. Oui, j'ai vu ça, oui. Puis là, il est monté à 10% depuis ce temps-là. Ben, bravo pour eux. Mais tu sais, tu fais 0%. Attends, là. Il n'y a rien qui vaut 0%. Non. Puis, tu sais... non, mais 0. Là. En même temps... Il y a toujours du monde qui se sont levés le matin pour... C'est super facile la caméra marchait, là. C'est super facile d'influencer le score de ces affaires-là, justement, en faisant du bombing de critiques ou... Tu sais, il y a des... Ça a déjà été fait là, par le passé, là, par différentes actions collectives d'utilisateurs. Fait que je catch pas l'utilité de Rotten Tomatoes. Puis on dirait que c'est fait autant pour justifier qu'un film bombe que justifier qu'un film n'a pas pogné, quand des fois il y a peut-être d'autres erreurs. Je trouve que ça sert à rien. Tu sais, c'est que j'ai l'impression que ces systèmes-là fonctionnent tant que c'est contenu dans un petit cercle de personnes. Ah, mais là, ils vont dire que c'est élitiste dans ce temps-là et que les gens sont déconnectés du public. Mettons, je pense pas qu'un Letterboxd en ce moment est teinté de ça, tu sais. Ou ça va peut-être le même. C'est ça que j'allais dire. Pourquoi utiliser Rotten Tomatoes alors qu'on est tellement belle et séduisante plateforme telle que Letterboxd? Tu sais, c'est comme à la lutte, là, de Dave Meltzer, qui est un spécialiste de lutte, que lui, il fait des cotes de 1 sur 10. Lui, il met des en fait, au début, c'était sur 5, là, 5 étoiles, c'était comme le maximum, c'est ton match. Il décortique chaque match, puis il donne un score, mais tu sais, c'est l'opinion d'un dude, là. Puis là, les gens gagnent des rideaux, parce que là, à un moment donné, la lutte étant se développe, il y a des matchs qui ont mené 12.2. Non, mais c'est tombé 7 étoiles à un moment donné, du jour au lendemain. Puis là, les gens, c'est une affaire sur 5. Puis là, ils disent, non, c'est ma note personnelle. Puis là, je me suis rendu compte que ce que j'avais donné 5 étoiles dans les années 90, ça n'a plus de commune mesure avec le match que je viens d'écouter hier. Fait que, là, ça n'a jamais été sur quelque chose. Mais c'est pas scientifique, non, OK. Il a juste changé son système de notation. Parce qu'il dit, je vais être honnête avec moi-même, je vais donner 5 étoiles à ce match-là, mais si je le compare à un autre match que j'ai donné 5 étoiles il y a 30 ans, on n'est plus pantoute dans la même... Ce serait pas honnête de le juger comme ça. Fait que lui-même, puis c'est ça, c'est son affaire à lui. Puis là, les gens capotent, puis lui, ils disent tout le temps, ouais, mais c'est mon avis à moi. Je vous avais le droit de pas être d'accord avec ça. Puis à un moment donné, les gens sont... c'est encore le cas, je pense. Là, les gens sont très à cheval là-dessus, puis il y a des gros débats sur Internet, mais autour de l'opinion d'une personne. Puis c'est juste un repère. Exact. C'est juste un repère. Si Meltzer, pour vous, habituellement, votre opinion colle à la sienne, vous suivez ce gars-là. Si c'est un autre gars. C'est ça. Si moi, je demande à Maxime, t'as-tu aimé ce film-là? Il y a des chances que j'ai aimé le même film que lui. C'est ça, parce que tu connais ses goûts. Puis il y a des gens qui écoutent des affaires. Tu sais, mettons, Opération Beurre de Cinoche, sur leur groupe, le petit coin beurré, il y a des gens qui perpétuellement des critiques que je fais, moi, cette personne-là, je suis jamais d'accord avec cette personne-là. Fait que
mais je suis pas fâché contre cette personne-là, puis je veux pas qu'elle meure. Je me souviens du temps de Monsieur Net, et on faisait des critiques, puis mettons quelqu'un donnait un 8 sur un jeu, ou un 9, un 7.5, ou qu'importe, t'avais tout le temps les mêmes qui popaient. « Hey non, ça mérite un 10 ou un 9. » Puis c'est comme « Hey man, c'est juste un repère. Puis si toi, tu constates que ce jeu-là mérite une meilleure note ou une pire note, c'est correct. » Yann, s'il fait sa critique, là, il n'est pas entré dans d'enlever de l'argent là, à Microsoft. Non, puis tu sais, c'est pas comme OK, on a concerté le Québec là, au complet. Là, puis là, voici la critique. C'est comme les cotes Médiafilm. Là, les cotes Médiafilm, c'est une personne. Puis des fois, ils regardent ça une couple d'années après, puis ils font on va changer la cote. Mais encore là, ce changement de cote-là, ils ont quand même une volonté de guider le monde. Oui, mais tu sais, selon des critères. Une critique. Bon, mais des critères spécifiques, puis ces critères-là évoluent dans le temps. Aussi, je veux dire, ce qui est considéré osé aujourd'hui ne l'est plus. C'était pas ça il y a jadis 30 ans, il y a même 20 ans. Je pense que Julien me disait Julien Bernatchez me disait qu'il il donne jamais un tant que ça fait pas 10 ans qu'un film est sorti, je pense. Là, je pense que avec 15 peut-être même, je sais plus. J'allais dire 20 au début, puis j'ai dit 10 parce que je sais pas pourquoi. Mais il laisse passer parce que faut que ça s'inscrive dans le temps. Ça s'inscrive dans le temps. Mais c'est une règle bien personnel à eux qui ont décidé de se donner. Après, on peut être en accord, on peut ne pas être en accord avec ça. Puis, tu sais, un film peut être peut-être un chef-d'œuvre à sa sortie parce qu'il est ancré dans un contexte très puis les gens pensent d'une certaine manière. Ouais, puis à un moment donné, c'est peut-être que ça peut aller à rebours aussi. Finalement, ça fait pas de sens. Non, American Pie, quand c'est sorti, le monde a capoté leur Christie. Ça a ramené les comédies des années, les comédies de teens au cinéma. Raunchy. Il y a plein de films qui ont suivi après jusqu'à les années début 2000. Puis c'est mort de sa belle mort. Puis tu regardes aujourd'hui, ça fait plus de sens. Mais non, tu regardes, c'est un peu gênant. Oui, c'est ça, exactement. Fait que, tu sais, tout est dans son contexte puis son époque, là. Mais c'est d'essayer de mettre des espèces de balises qui sont immuables, qui me fait capoter. Je ne comprends pas ce réflexe-là des gens. Ça me fait capoter. Je pense que le monde a besoin d'être dans des paramètres précis, puis ça, c'est la vérité. Les gens là, le réel, là, il se saisit pas, OK? On finit tous par perdre ses cheveux puis mourir, OK? C'est ça qui arrive, OK? C'est ça qui arrive, bon. Dans cet ordre-là? Ah oui, souvent dans cet ordre-là, en fait. OK. Il y en a qui meurent et qui perdent leurs cheveux. Ouais, c'est ça. Après, ça finit par. Ça s'en va. Ça s'en va. On était où avec ça? Je ne sais même plus où est-ce qu'on est rendu. Je pense qu'on est rendu avec Laurent ou avec Niquette. Je sais plus. Je pense qu'on était avec Niquette. Vas-y, Niquette. Oui, vas-y. J'ai plein d'affaires. J'ai vu passer vite. À quel point vous avez spoilé Deadpool et Wolverine? Je l'ai même pas vu encore, mais je me suis spoilé par Internet. C'est pas des grands spoilers sur le film en tant que tel, mais c'est que dans il y a une théorie qui a émané de la scène post-credit de tout ça. Attention, j'ai pas vu moi la scène post-credit. C'est niaiseux là, tu sais. En gros, c'est que. Là, attends, là, qu'est-ce que tu vas la spoiler pour bien du monde là? Non, mais pour vrai, c'est vraiment trivial là, comme truc, mais c'est juste que ça donne raison à Wolverine sur un enjeu qui n'est pas un enjeu important du film. Là. Mais tu sais, c'est quelque chose que tout le long, ils te font penser que c'est Wolverine qui dit de la merde, mais finalement, Chris, il disait pas de la merde. Il avait raison. Tu sais. Puis, ça, ils regardent ça sur les fameuses télés du TVA là, qui revient dans Deadpool et Wolverine. Pour ceux qui n'ont pas vu la série Loki, le TVA, c'est une espèce de truc bureaucratique qui régit toutes les timelines du monde puis qui essaie de... Le gouvernement du Québec, mais version pour toutes les réalités. Exact, pour réguler les timelines, si on veut. Puis là, il est en train de regarder ça sur des écrans. Puis là, sur l'écran principal, on voit ce qu'ils veulent nous dévoiler dans la post-credit scene. Puis il y a plein de petits écrans sur le côté. Puis dans un des écrans, il y a le personnage de Gambit qu'on voit qui est interprété par Channing Tatum dans le film. Puis on le voit dans ce truc-là. Puis c'est pas une scène du passé, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu à l'intérieur du film. Puis là, il y a des gens qui ont analysé ça puis qui sont venus à la conclusion que probablement peut-être qu'on allait voir Channing Tatum, son personnage de Gambit, dans Secret Wars, qui va apparaître parce que ce qui est arrivé pour la petite histoire avec le film de Gambit, il y a eu des rumeurs là, qui depuis... Il était censé le faire dans le temps que c'était 20th Century Fox qui avait les droits. Il y a comme eu 2 vies ce film-là, puis pour différentes raisons, il est tombé dans une espèce de development hell, comme ça arrive assez régulièrement dans le monde du cinéma, puis ce film-là a comme jamais réussi à décoller, puis jamais vu le jour, alors que Gambit reste un des personnages chouchous de la série X-Men. Puis c'était Channing Tatum depuis le début qui était prédit pour jouer ce rôle-là. Mais je pense qu'il allait au bat, là.
il veut, c'est pas juste qu'il est prédit. Il voulait absolument Mordicus être Gambit. C'est un peu comme Ryan Reynolds avec voulait Deadpool. jouer son Ouais, Deadpool. Fait que tu sais, je pense qu'il y a aussi un peu de ça, de la sympathie de Reynolds qui s'est battu. Puis là, dans le film de Deadpool contre Wolverine, ben là, vous le savez, on ramène les personnages de Electra, on ramène le personnage. Ça, je les ai vus parce que je me suis fait spoiler, mais il y a peut-être du monde à la maison qui l'ont pas vu encore, puis là, ils se font spoiler. C'est ça le. Ah, mais pour vrai, ça a été. Je peux pas juger ce que les gens ont pas vu. Il y a du monde qui évite Instagram en ce moment, là. Fait que. Ça fait même pas un mois là, que c'est sorti. Ça fait-tu un mois que c'est sorti, ce film? Ça fait presque 2 même. Là. Je sais pas c'est quoi la règle, là. Mais non, en tout cas, c'est que ça a été quand même assez. En tout cas, il y a des personnages et des caméos. Oui, voilà. Puis il y a une ligne en particulier de Channing Tatum qui passe vraiment au-dessus du radar, tu sais, parce que, tous les personnages qui nous ramènent des vieux films de X-Men ou de cet univers-là, on sait d'où ils viennent. Mm-hmm. Le seul dont on connaît pas l'origine parce que les films ont jamais vu le jour, c'est le personnage de Channing Tatum de Gambit. Puis, il dit, hey, je sais pas d'où je viens, peut-être que je suis né ici. Et là, on parle le Void là, qu'on a vu dans Loki. Puis, là, ça, c'est clairement une joke sur le fait que le film n'a jamais vu le jour. Il s'est retrouvé dans un development hell, puis l'enfer dans cet univers-là, c'est le Void. Fait que là, ce qui semblait une réplique anodine, les gens, ils ont vu, c'est peut-être un indice plutôt que de dire que, finalement, peut-être que cette version de Gambit-là est effectivement émanée du Void. Et peut-être que quand dans Secret Wars, ils vont se servir de tous les éléments là, qui ont été placés dans Marvel. On va avoir un gros combat, genre inter-multi, whatever. Exact. Peut-être que le représentant du Void ou le maître du Void sera le personnage de Gambit. Puis, moi aussi, je trouvais ça un peu bizarre dans les caméos qu'il y avait. Tous les caméos ont l'air de caméos, là, finalement. Là, c'est ça le but. Tu vois des gens fatigués qui ne campent plus ces rôles-là depuis de nombreuses années. Puis qui sont, pour lesquels ils ont été vivement vilipendés. Oui, généralement, en plus. Oui, très début 2000 style. Là, exact. Là, les bons vieux films de super-héros avant qu'on sache que les films de super-héros étaient bons. Là. Puis, c'est ça. Puis, t'as Channing Tatum là-dedans qui détonne vraiment de tous ces caméos-là parce que tu fais, lui, il est encore capable, puis il a clairement l'air d'être. Il y a plus de viande autour de son personnage, il joue avec un petit peu plus de conviction aussi que les autres. T'as envie d'en voir un peu plus que lui. Puis quand j'ai lu cette théorie-là, j'en avais pas fait un cas en voyant le Deadpool et Wolverine, mais en y repensant à la lumière de ces théories-là, j'ai fait, c'est vrai qu'on l'exposait d'une certaine manière à ce que... Puis, évidemment, Channing Tatum, c'est un gars qui attire du monde dans des salles de cinéma. Fait que j'ai hâte de voir, mais c'est une petite rumeur qui m'a bien titillé. OK, en espérant qu'il n'y a pas trop de monde à la maison. Ça fait 4 semaines, sinon, Julien Bernatchez live. Juste 4. Fait que j'espère que les gens à la maison sont pas trop... je pense pas que j'en ai dit quand même, un peu, là. Moi, je les ai vus en fin de semaine, le spoiler, parce que je suis abonné à l'Instagram de Ryan Reynolds, puis lui-même, sur son propre Instagram, spoil le film depuis 2 semaines. Fait que je suis comme... OK, là... J'ai tellement vu dans mon algorithme, qui mais c'est ton algorithme, justement. Pas l'algorithme de tout le monde. Je me disais surtout que les gens, les auditeurs doivent avoir un algorithme assez... Gauthier a spoilé la fin de la série Breaking Bad, il y a genre 7 ans. En tout cas, désolé si jamais je suis allé trop loin, mais... Vous irez bomb pour moi, avoir vu le film, j'ai rien dit de très... Vous irez bomb reviewer moi. Oui, c'est ça. Le décider. Excellent. Bon, merci, I guess, Niket. Je sais pas. Vas-y donc, Laurent. Et très peu de choses. Très peu de choses, t'es terminé. Reste. Juste mentionner qu'il est sorti enfin la bande-annonce du film Ville et Misérable. Oui, j'ai vu l'adaptation de la bande dessinée du même nom, écrite et dessinée par notre ami Samuel Quentin. Puis je suis quand même hype. Moi aussi, j'ai hâte de voir ça. L'avez-vous regardé? Non. J'ai vu les styles, puis j'ai oublié, je vais en parler justement avec toi aujourd'hui, puis j'ai carrément oublié de cliquer dessus. Sur le Discord des Mystérieux, les gens disaient que ça semble être la même prémisse, mais c'est pas la même histoire. On va peut-être dans d'autres directions. Je pense qu'ils ont rajouté du stock. Écoute, c'est réalisé par Jean-François Leblanc, que je ne connais pas. Je sais qu'il a fait des courts-métrages. C'est peut-être son premier long. Avant, c'était Jean-François Legris. Quand il est mort, il est revenu. Suite à son combat avec le Balrog. On comprend. Puis c'est ça, j'ai reconnu des bouts de la bande dessinée, mais sans doute, ça arrive souvent, là, les bandes dessinées adaptées en long métrage, c'est comme souvent trop court pour faire quelque chose que ça me demande un peu plus de chunky. Ce qui me rassure beaucoup, c'est que Samuel Quentin est très lié au projet. Il était sur le plateau. L'adaptation du scénario lui-même. Fait que je suis quand même...
J'ai quand même hâte de voir ça. Allez, Ça sort en février 2025, ce qui est quand même pratiquement demain. Oui, ça s'en vient très vite. D'ailleurs, allez voir l'entrevue qu'on a faite avec Samuel Quentin à Juste pour rire il y a 2 étés de ça. C'était notre invité. C'était pas l'été passé? Non, l'été passé, c'est celui dans lequel on est, puis Juste pour rire n'existe plus. C'était Niket qui nous avait invité. Il est pas 2023, là. 2023, c'est ça, l'été passé. Ben, l'été... Vous avez compris ce que je veux dire, là. Oui, c'est ça. Ça lui est du passé. Mais pas l'été n'est pas fini, là. Oui, je sais. C'est encore dedans. Ça fait pas 2 étés. Quand il a commencé à faire frais la semaine passée, j'ai commencé à passer à l'Halloween. Puis j'ai commencé à jouer. Moi, j'aime bien. J'ai passé à l'Halloween avant-hier. Moi, j'adore l'Halloween. J'ai commencé à faire jouer HalloweenRadio.net. Puis j'étais comme, puis il y a comme la section Oldies avec des vieilles tunes, genre des années 60 puis 40. J'étais, ça s'en vient, là. on est là. On est là. On est à la porte. Moi, je suis encore en mode glissade d'eau, là. Moi, je suis pas à glissade d'eau. Je comprends pas l'intérêt. Ça m'écoeure. Hey, dis pas ça devant mon ami Maxime. Ouais, je sais, vous aimez ça, vous autres. Hein? Je comprends pas l'intérêt, mais bon. Un dernier truc de mon côté, parce que je trouve que c'est une curiosité, puis j'avais complètement oublié l'existence de ce jeu-là, mais il y a The Hollywood Reporter qui a rapporté en exclusivité que le scénariste Derek Connolly, va adapter le jeu vidéo Eternal Champions. Est-ce que vous vous souvenez de ce jeu vidéo-là? C'était un jeu de Sega. Pour le Sega Genesis, développé par Sega en 1993. C'est un fighting game, hein, c'est ça? Fighting game avec des upgrades à chaque... Puis là, tu sais, il faut que tu réussisses à bien jouer pour pouvoir comme réussir à upgrader ton personnage au maximum, parce que sinon, le jeu n'est pas faisable. Tu sais. C'est super. Ta fenêtre de réussite, comme beaucoup de jeux de Sega, en fait, là, ta fenêtre de réussite est mince, là, mais c'était le fun. C'était un bon jeu de ce que j'ai vu des critiques. Parce que je suis allé voir, je me souvenais pas d'avoir joué à ce jeu-là, puis moi, je suis pas un gars de fighting game parce que je suis pas bon. Fait que je suis allé voir, puis ça semble être apprécié par une certaine strate de fans de fighting game. Pour résumer l'histoire rapidement, il y a un personnage qui s'appelle le Eternal Champion qui arrive et fait comme « Hey, faut que les meilleurs combattants de toute l'histoire s'affrontent pour le futur de l'humanité. » Fait que là, il va chercher des gens qui avaient un haut potentiel mais qui sont morts juste avant de réaliser ce qu'ils étaient supposés réaliser pour l'humanité, puis il est fait affronter dans un combat de ta poche. Puis ça comprend genre un cat burglar des années 20, un chasseur de primes syrien de 2030, ce qui était le futur à l'époque, puis d'autres personnages, un assassin ninja de 1993, qui était l'année dans laquelle le jeu était campé, parce que c'est sorti en 1993. Puis Connelly, il a scénarisé plusieurs films, dont Safety Not Guaranteed, qui était le film de Colin Trevorrow, qui a lancé sa carrière. Il a scénarisé 2 films de Jurassic World, donc le premier puis Jurassic World Fallen Kingdom. Il a scénarisé également Kong Skull Island, Star Wars Rise of the Skywalker, Détective Pikachu, que j'aime beaucoup. Ça a l'air qu'il a scénarisé du Zelda, puis le crossover qui s'en vient en Transformers puis G.I. Joe. Donc c'est un gars qui est quand même assez actif. La production va être... Des grosses franchises. Des grosses franchises, ouais, c'est ça, des gros... puis c'est pas tout bon ce qu'il y a là-dedans, là, mais c'est... Non, il y a hit and miss, là. Puis la production va être supervisée par un certain Toru Nakahara, qui a entre autres supervisé les films de Sonic the Hedgehog, que je dois dire, j'aime beaucoup, qui est aussi une adaptation de jeux vidéo de Sega. Donc, on est un peu dans les mêmes eaux. J'ai hâte de voir ça. Est-ce que ça va être wacky? Est-ce qu'on va assumer le côté un peu bizarre de cette affaire-là? Rendu là, oui, t'as pas le choix. J'ai vu le cat burglar, il porte un trench coat, un chapeau, puis il se bat avec ses monocles. Ouais, c'est ça. Ça fait pas de sens. Là. C'est absurde. Là. Ouais, complètement. Fait que j'espère que ça va être bon. On va voir ça plutôt prochainement. Est-ce qu'il vous restait quelque chose, Tony Kett? Moi, j'ai 2 petites plugs rapides. La première pour moi-même, j'anime j'anime toujours le bon show de Battle War pour les amateurs de lutte. Ouais, t'es bon, man. Ouais, merci beaucoup. J'adore ça. C'est vraiment, vraiment le fun. Puis, tu sais, je le dis tout le temps, mais tu sais, c'était ma place préférée de lutte à Montréal avant même. Comment tu t'es retrouvé à animer ça? C'est ma sœur, Émilie, qui est une grande fan de lutte aussi, qui connaît bien James McGee, qui est l'organisateur de ça. Puis quand il cherchait un animateur, j'ai fait le dernier show avant la pandémie. C'est comme ça que j'ai commencé. Puis elle m'a recommandé. Puis après ça, on a continué. J'étais allé une fois, mais c'est la fois que c'était un vendredi. Oui. C'était le vendredi de la fin de semaine du Super Bowl. Ouais. Puis j'ai vraiment trippé. Puis tu sais, pour les gens pour vous donner une idée, là, tu sais, quand vous allez dans un show de métal, puis les gens de métal, finalement, les gars les plus sweet puis les femmes les plus sweet qui s'occupent de vous si vous tombez durant un mosh pit, là, c'est vraiment la même atmosphère. Parce que quand le lutteur se retrouve dans le public, puis Dieu sait que ça arrive souvent, la salle est petite, là, au Fofone électrique,
tout le monde fait attention à tout le monde. Puis j'ai vraiment apprécié cette énergie-là. Ouais, ben tu sais, puis des fois, je dis des fois que une des choses la plus dure dans le fait d'être fan de lutte, c'est les autres fans de lutte. Mais tu sais, à Battle War, c'est un peu, tu sais, il y a une vibe un peu hipster, là, je dirais, là, tu sais, puis tout le monde est là, regarde pas le show de manière ironique, mais tu sais, il y a pas, c'est ça, tu sais, souvent tu vas dans la lutte puis tu regardes des calls dégueux, surtout contre les lutteuses féminines, puis tu sais, des calls niveau 0, là, mais tu sais, à Battle War, les calls sont toujours clever, puis il y a toujours un petit quelque chose de plus, puis comme la dernière fois, ça faisait longtemps que c'était pas arrivé, mais il y avait une gang de 2-3 dudes là, qui disaient de la merde, là, tu sais, comme, puis ça crée un malaise, là, tu sais, ils lâchent des calls, puis là, les gens sont comme autour, puis ben, c'est ordinaire, là. Puis ils ont-tu compris, finalement? Ouais, ben tu sais, à un moment donné... Ils ont catché que ça pas de réaction. Parce que c'est ça, tu sais, il n'y a pas de... Fait que l'ambiance dans la foule, comme tu dis, est vraiment le fun. Puis le calibre sur le ring, la lutte québécoise est rendue à un niveau assez incroyable. Puis Battle War, c'est des tops, là. Mais je t'ai coupé, il y a quelque chose qui s'en vient, donc, pour Battle War. Il y a un show dimanche, c'est des shows réguliers. On fait des shows à peu près à tous les mois et demi. Oh, attends, c'est le week-end de All-In. C'est vrai, hein? Sauf qu'il s'ajoute durant l'après-midi, à partir de midi. Ah oui, c'est vrai, c'est à Wembley. Fait que peut-être que vous pourrez venir après. Fait que dimanche soir, le pre-show d'habitude commence autour de 7h. Puis notre ami Benjamin Toll a perdu sa ceinture la dernière fois suite au heel turn de Thomas Dubois, qui est un éternel face. Mais là, il a succombé et il a fait ses bennes à coups de chaise. Puis là, l'enfer. Mais bref, c'est un bon show. Puis il y en a un dimanche. Je pense pas souvent le plugger, mais là... tribune. Puis l'autre hype, c'est pour mon collègue de Décideret, Étienne Forêt, et sa conjointe, Gabrielle Lisa Collard. Je suis tombé complètement dans le buzz étreinte à la mer. Je sais pas si vous avez écouté des épisodes. J'ai vu que c'est passé, mais tu peux-tu l'écrire pour les gens de la maison? C'est du pur génie. C'est Étienne et Gabrielle. Ils font plein d'affaires dans ce podcast-là sur leur Patreon. Là. D'ailleurs, ils ont libéré le premier livre qu'ils ont lu ensemble, parce que c'est ça qu'ils font. Ils ont libéré le contenu pour tous. Fait que si vous allez sur leur Patreon étreinte à la mer, vous allez pouvoir écouter le fabuleux Coup de foudre aux Caraïbes, qui est ils lisent des espèces de romans harlequins style, des romances. Là. Puis là, ben, c'est Gabriel et Étienne qui font tous les personnages et la narration. Puis c'est des livres Kéten et Cucu. Puis ben, ils commentent aussi. Tu sais, si vous écoutez des CDR et que vous aimez tout ce qu'Étienne lit, ben, tu sais, il y a un peu de ça là-dedans aussi, des petites jokes insérées là-dedans. Puis Gabriel, qui est autrice aussi, il va de son grain de sel quand les textes sont dégueulasses. Souvent, c'est des traductions, mais tu sais, la personne qui a traduit, c'est... Tu vois qu'elle s'accroche à T'es payé à l'heure. Ouais, puis tu sais, son dictionnaire, il manque des pages, là, fait qu'il réutilise tout le temps les mêmes mots sans arrêt. Tu sais pas si c'est écrit de même à la base ou si c'est la traduction qui est mauvaise. Mais bref, il y a Coup de foudre aux Caraïbes qui est sorti avec, vous pourrez suivre les aventures de Claire et Arnu. C'est Claire et Arnaud, mais qui, à un moment donné, les noms changent parce que... Ils ont oublié. Ouais, non, mais eux, ils changent de terme là, au gré de leur fantaisie. Il y a aussi des épisodes pour s'endormir avec Étienne ou s'endormir avec Gabriel, où ils lisent des choses de façon plus neutre. Il n'y a pas de jingle, il n'y a pas d'effets sonores, parce que un des éléments le fun de leur lecture de roman, c'est qu'Étienne, après ça, en post-prod, rajoute des effets sonores. Non, cool, des petits bruits de cartoon. Comme à un moment donné, dans un texte, la personne utilise toujours le mot bondir. Il bondit vers ci, il bondit vers ça, puis là, Étienne, il met des petits sons de Nintendo. Ouais. Fait que, à travers tout ça, c'est vraiment le fun. Les épisodes de sommeil, eux, c'est des lectures très neutres de contenu. Des fois un peu plate, mais c'est ça l'idée. Moi, j'écoute des trucs pour m'endormir, puis ça se prend bien, la version d'Étienne et Gabriel. Sinon, vous pourrez aussi découvrir sur le Patreon Louise et sa maman avec Linda Bouchard et son conjoint Christopher, qui comment apprendre à vivre aux jeunes filles québécoises dans les années 50-60. Et c'est la bonne réaction à avoir. Il y a ensuite l'autre qui est disponible, c'est Mamzelle Crusoe, qui est une adaptation romantique de Robinson Crusoe. Puis ça vire un peu dark, là, pas le fun, là, mais c'est pas voulu. Là, mais tu fais comme un homme ne devrait pas se comporter comme ça avec une femme sur une île déserte. Et récemment, pour cet été, c'est plus léger. Ils ont sorti des lectures de livres de jokes de Claude Blanchard. Ça m'a vieilli. Ça arrête quand Gab a fait OK, là, je suis plus capable. Excusez-moi, là, je veux juste répéter le mot, là, mais tu sais, beaucoup de jokes de Fifi. Là. Mais étrangement, là, à chaque fois que la prémisse est comme. Ben, je pense qu'ils ont choisi aussi, là, mais à chaque fois que la prémisse est comme vraiment ça va être dégueulasse, finalement, ils nous envoient une balle courbe
complètement ailleurs. Parce qu'il y avait beaucoup de jokes contre les homosexuels dans le temps. Là. Puis mais quand le sida est rentré, aussi beaucoup de jokes de sidéens. Mais tabarnak! Je sais pas si c'est parce qu'ils ont choisi, mais ça arrive comme 2-3 fois où on s'en va vers les jokes homosexuels. Tu te dis, ça va être dégueulasse. Puis finalement, c'est une petite joke légère qui n'a aucun rapport avec ça. Ils ont dû censurer. Ouais, j'ose le croire. Puis la dernière chose qui est sortie, c'est la genèse de tout ça, c'est en pandémie. C'est votre collègue Simon Chénier qui avait envoyé la biographie de Boubou, Jacques Boulanger, qui est un ancien animateur célèbre d'après-midi du Québec dans les années 70. Puis il y a son autobiographie. Puis c'est Simon Chénier qui avait envoyé ça en disant à Gab et à Étienne, « Hey, je m'ennuie, ça vous tente-tu de me lire ça puis de me le renvoyer par après? » Puis ça a donné... C'est chiant. Puis cet épisode-là est un petit peu plus... tu vois que c'était pas prévu pour être diffusé à grande échelle, fait que ils sont un petit peu plus lousses sur les name drops tout ça. Il y a de la censure parce que ils nomment des trucs. Si vous avez le référent de l'anecdote de l'artiste en question, c'est quand même très drôle. Puis ça c'est sorti cet été, puis bientôt il va y avoir le 3e roman là, qu'ils vont lire. 3e roman. C'est prolifique quand même. Ouais, puis sur leur Patreon aussi, là, il y a comme 5 channels de discussion. Les gens sont actifs. C'est Étienne. Hein, fait que il y a du complément d'information. En veux-tu, en veux-là. Ils ont, tu sais, Coup de foudre aux Caraïbes. Il y a une auditrice qui a sorti la map des déplacements en avion du trajet. Fait que, tu sais, il y a vraiment une belle communauté autour de ça. Puis moi, j'ai embarqué un petit peu tard dans le train au mois de juin. Puis quand j'ai écouté le premier épisode, je suis tombé complètement en amour. Fait que faut aller écouter le Coup de foudre aux Caraïbes gratuitement. Puis si ça vous plaît, encouragez-le. Abonnez-vous au Patreon. Un autre Patreon. Caroline. Merci Niquette, merci Laurent. On va parler du sujet de la semaine dans quelques secondes. J'allais dire quelques secondes, mais juste avant, je vous parle de nos petites annonces. Je ne l'ai pas souligné en début d'émission, mais We Are Zombies est disponible maintenant sur Apple TV Canada. J'avais hâte ça. Ouais, si vous voulez l'acheter, je crois que c'est environ une vingtaine de dollars. 20$! Donc pour nos films de nos amis de Roadkill Superstar. J'avais animé d'ailleurs il y a quelques semaines le Q&A de la projection du film qui avait lieu au cinéma du parc. C'est vraiment... J'étais là. Oui, j'étais là aussi. J'aurais aimé ça. Donc, oui, c'était vraiment nice. C'était la deuxième fois que je l'avais vu. Je pense que je l'avais vu à Fantasia pour son lancement. Puis là, on peut l'écouter. Ça vaut la peine. Ah, très cool. Sinon, si vous voulez nous encourager, on a aussi un Patreon. On a enregistré cette semaine, ou plutôt la semaine dernière, 2 épisodes sur notre cycle dédié à Tim Curry. On a fait le The Three Musketeers de Disney. Le film avec Kiefer Sutherland. On a aussi, comment il s'appelle? Dragon Blood, là. Ah, Colin. Je sais pas c'est qui Dragon Blood, mais pas Robin là-dedans. C'était Chris O'Donnell. Chris O'Donnell, mais le gars, voyons, Carlis, le gars qui dit Dragon Ball, il était dans Hot Shot. Les pilotes en l'air. Tiger Blood. Tiger Blood, ouais, c'est ça que j'ai dit. Charlie Sheen. Charlie Sheen, voilà, Charlie Sheen. Donc, vraiment un film de merde, c'est super plate. Mais Tim Curry vole la vedette dans le rôle d'un cardinal de Richelieu, excessivement horny. Ouais. Il est très horny dans ce film-là. Puis on a après écouté Clou, qui fait, ma foi, un esti de bon film. C'est bon, Clou. Ah, c'est fucking bon, man. C'est tellement bon. T'as déjà vu ça? C'est ça le film qui avait 4 fins différentes? Il y a 3 fins différentes. 3 fins. Vous pouvez, sur ça, c'est Rémi a acheté une édition 4K qui vient de sortir. Puis, vous pouvez mettre une fin random en écoutant, ou vous pouvez écouter les fins alternatives une après l'autre. Il y en a 3. Ouais, il y avait ça sur mon vieux DVD aussi. Ouais. La version que vous écoutez aussi en numérique, là, je pense sur Amazon Prime, et c'est un peu la même chose, ils mettent les fins une après l'autre. Donc ça s'en vient cette semaine. Puis on a un épisode aussi de Terre humaine chez Isidore qui est fait par Simon Chénier, Gabriel Zolocolor et Étienne Forêt, justement. Donc ça s'en vient. Donc on a du stock en banque pour les prochaines semaines pour le Patreon. Donc quand vous abonnez, vous avez accès à ces podcasts-là exclusifs. Et on vous donne aussi accès au Discord des Mystérieux Étonnants. C'est comme l'Internet, mais sans trou de cul. C'est une très belle communauté. Quand vous devenez abonné au Patreon, écrivez-moi directement à partir de Patreon, puis je vais vous envoyer le lien pour le Discord. C'est super simple. Si vous voulez vous abonner, il y a des mois que c'est plus difficile. Vous désabonner, revenir, c'est quand vous voulez. Vous faites en sorte que les Mystérieux Étonnants peuvent continuer à exister. Puis vous faites aussi en sorte qu'on produit d'autres shows, dont Terre Kaiju, quoique ça fait quelques mois. On a eu un épisode, j'allais dire année. Et Noël chez Isidore, que j'aimerais vraiment que Noël chez Isidore revienne prochainement. Là, on rentre dans la saison un peu plus froide. Peut-être qu'il y a des épisodes qui vont s'en venir. Je sais pas. Ouais, c'est ça, parce que là, moi, mon fixe de Terre humaine puis de Noël chez Isidore... Ouais, Terre humaine chez Isidore, Noël chez Isidore, je m'ennuie vraiment d'un nouvel épisode. Là. Il serait temps, les gars, que vous fassiez un nouvel épisode. Là. On est disponible partout, Apple Podcasts, YouTube Music, Spotify, Amazon Music, et plus des 300 dernières archives des Mystérieux Étonnants sont disponibles sur notre site Internet,
On est aussi sur Facebook, Instagram puis les autres plateformes de bullshit, là, dont X qui est Twitter, mais on est surtout disponible sur Discord. On revient dans quelques instants avec Chroma, volume 1. Vous écoutez Les Mystérieux Étonnants. On va maintenant parler du sujet de la semaine. Et cette semaine, il s'agit d'une bande dessinée Chroma, volume 1, quoique juste un volume de Lorenzo De Felici. Hein, ce nom vous dit peut-être quelque chose parce qu'il a travaillé sur Void Rivals, dont on a parlé il y a quelques semaines à l'émission. Ah ouais. Ouais. J'avais même pas fait le lien. Moi non plus. Surtout pas au niveau... Je trouve que les deux BD sont excessivement belles pour des raisons différentes, mais j'avais pas fait le lien entre moi non plus, les c'est deux pas, albums. Bravo. Bravo. Versatile. Très, très, très versatile. On vous rappelle qu'en dernière partie d'émission, on spoil, donc si vous n'avez pas lu la bande dessinée. En première aussi. En première aussi, ça a l'air qu'à cause de la liquette. Ça, c'est de ta faute, par exemple. C'est le fun des avertir après. Y a-tu du monde fâché ou... Pas sur le chat, Ok. mais sûrement que je vais en recevoir des commentaires négatifs. Mais je veux dire d'aller te parler, inquiète-toi pas. Je m'appelle Étienne Forêt. Ouais, c'est ça. Hey, c'est moi, Étienne Forêt. Salut. Tout le monde aime Étienne. Donc, ça, si vous voulez découvrir la bande dessinée, faites pause puis revenez quand vous aurez terminé votre lecture. Je vais essayer de résumer ça là, très, très, très rapidement. On est dans un monde médiéval fantastique où des personnages qui sont dans ce qu'on appelle la Pale City, le dernier bastion de l'humanité, se sont regroupés derrière des murs qui ne sont pas colorés. En fait, tout est désaturé. Même eux, tout est blanc, tout est gris. Toutes les couleurs sont interdites par la loi parce que quelques générations de ça, des créatures qui habitent dans la forêt, des espèces de lézards gigantesques, ont attaqué tout ce qui est recouvert de couleurs. Donc, il y a toute une secte, un mouvement de contrôle qui s'est créé dans cette ville-là. Et on suit initialement le personnage de Z, qui est un garçon qui suit la figure religieuse et qui est aussi la figure qui est le leader de cette communauté, parce qu'il fait la découverte à la suite d'un rituel annuel que ce qu'il représente comme étant un monstre est en fait une jeune fille aux yeux colorés. Elle a comme les yeux à la David Bowie, là, vert et bleu. Et il décide de se lier d'amitié avec elle, découvrir d'où elle vient. Et là, on fait un 180 et finalement, c'est elle qui devient notre personnage principal parce que Z est assassiné par un des gardiens de prison qui gardait justement son cachot. Et elle se retrouve en exil dans la forêt où elle va tenter de survivre. Une forêt qui est complètement colorée. C'est ça le titre, hein? Chroma, là, comme la... Bon, chromatique. Ils ont bien pensé ça. Donc, c'est essentiellement ça. Là. Les grosses lignes, c'est un livre de 4 numéros, quoique les numéros sont... des gros numéros. Ouais, des 60 pages chaque. Genre. Donc, c'est quand même un peu un 6 numéros peut-être, à peu près environ, au total. Donc, c'est ça. On va faire le tour rapidement, juste savoir c'est quoi votre appréciation, sans aller dans les détails, puis après, on va parler de la bande dessinée justement plus en détail. On va commencer avec toi, Niquette. Est-ce que tu as aimé Chroma, volume 1? J'ai vraiment aimé Chroma, volume 1. J'ai aimé les 4 chapitres qu'on a lus. J'ai aimé les petits cliffhangers à la fin de chaque. Au début, je m'attendais à ce que ça... j'avais l'impression qu'on s'enlignait dans quelque chose de très, très quétaine, très in your face, là, un peu. Là. C'est pas, cela dit, c'est pas si deep que ça, mais ça va plus loin que ce que laisse présager au début. C'est justement là, le trait, le noir et blanc versus les couleurs et les gentils, les méchants versus les gentils. Au début, je pensais qu'on se dirigeait dans quelque chose de très, très simple, ce qui m'aurait pas dérangé non plus, mais j'ai quand même été agréablement surpris de voir qu'on allait plus loin dans les layers, qu'on allait plus loin. On va dans les nuances, puis c'est d'ailleurs une des thématiques de la bande dessinée. Exact. Donc, c'est un petit clin d'œil. Vas-y donc, mon Laurent. Toi, t'as aimé ça? Ouais, j'ai pas mal aimé ça. Ouais. Je trouve ça drôle qu'on lise ça la semaine après avoir lu Bird King, parce que je trouve que on est quand même dans les mêmes zones. Oui. Tu sais, où la semaine passée, on était comment, tu sais, c'est un peu cliché, t'es dans un univers fantastique, puis là, t'es comme en guerre contre un autre genre nation, là, dans ce cas-là, la nature, là, mais ça ressemble beaucoup, puis ça se peut-tu que les autorités te disent pas la vraie affaire, genre? Mais, tu sais, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup des mêmes codes, mais que c'était fait quand même différemment. Ouais, je suis d'accord. Puis que, tu sais, au-delà de, effectivement, je sais pas, ça réinvente peut-être pas la roue, mais c'est fucking efficace. Ouais. Puis genre, c'est vrai, Mathieu, tu l'as déjà dit, mais
les cliffhangers, j'étais comme, à chaque fin de numéro, j'étais comme, c'est good job, mais on va le lire tout de suite. L'autre d'après, je suis comme, chaque fin de numéro, il y a comme ça spin, là, le personnage de Z. Déjà, là, c'est ça, c'est un numéro de 60 pages qu'à la fin, ton personnage principal est transpercé par une lance. Je m'attendais pas à ça. On te laisse pas de doute de, il va peut-être revenir. Il se fait transpercer par une grosse crise de lame dans le milieu du dos, puis il tombe en bas d'un trou. Fait que tu fais comme, je pense pas qu'on va le revoir vivant. Non, mais c'est ça, en fait, où ça surprend en plus, c'est que on le voit encore. Oui, juste que soudainement, il est un fantôme. Dans la tête du personnage de Chroma. Oui, c'est ça. Mais je suis comme, OK. Clever, on le garde quand même, mais c'est quand même pas ce qu'on pensait que ça serait. Puis je trouve qu'il y a eu un autre cliffhanger à la fin du numéro 2 aussi. Puis j'étais comme, c'est vraiment bien bâti, mettons. Ouais. Moi, j'ai aimé ça, mais c'était vrai qu'au départ, j'étais, non, pas un autre récit médiéval fantastique là, où les jeunes vont découvrir le pouvoir de l'amitié. Puis là, je vais devoir me souvenir du nom de 5 personnages qui sont presque identiques, mais il y en a un, il y a 2 Z, puis l'autre, il y a 3. J'ai même peur, là, les macas au début. Oui, c'est ça. Les espèces de les 4 jeunes. Les 4 jeunes. Oh non, je vais tout le temps mélanger. J'ai tous les mélangés, ils sont tous un peu pareils, ils ont tous un peu la même face, puis ça me tentait pas. Puis finalement, c'est l'histoire quand justement on passe 60 pages avec Z qui découvre la fille qui est dans le cachot, qui découvre Chroma. Puis un peu ce qu'on lui a dit toute sa vie, qu'elle était une source de malheur, puis elle était un danger pour la population, puis c'est pour ça qu'on la traite comme ça, qu'on la sort une fois par année pour il met un costume de monstre pour la battre, pour rappeler à la population qu'il faut faire attention à ces créatures-là qui vivent à l'extérieur, puis tu sais, maintenir un peu le statu quo. Mais que là, on va dans d'autres zones, où même le personnage qu'elle finit par rencontrer dans la forêt par la suite, le vieux monsieur, puis OK, ça va être son guide. Non, il essaye de la tuer. C'est ça l'autre cliffhanger. Le deuxième cliffhanger. C'est ça. C'est que ça, elle se sauve dans la nature. En fait, elle se fait propulser dans la nature. Puis là, elle trouve l'homme oiseau, un personnage qui s'appelle Soristo. Soristo, le vieux de la forêt. Ouais, c'est ça. Une espèce d'homme oiseau qui était tout le temps déguisé en oiseau, puis qui, dans le fond, lui, est un ancien professeur là, qui enseignait cette espèce de fausse légende-là au reste du monde, puis qu'à un moment donné, il a été exilé parce que lui-même a commencé à questionner un peu la vérité. Il s'opposait. Il était présent quand le personnage de Chroma est né, puis les gens avaient peur d'elle à cause de ses yeux, puis lui, il s'opposait à ce qu'on l'utilise comme une espèce de figure de martyr, puis à cause de cette action-là, qui était une bonne action, il s'est fait exiler. Donc, il y a une raison derrière sa cruauté. Quand il veut arracher les yeux de Chroma, je sais pas que c'est justifié, mais il veut les ramener à la Pale City pour dire, regardez tout le monde, je veux revenir parce que là, ça fait juste comme 30 ans, 20 ans, 15 ans, qu'importe, que je suis en survie 24 heures sur 24 dans un environnement qui est excessivement hostile. T'sais. Puis encore, tu sais, cette volonté-là, parce que c'est ça, le deuxième cliffhanger, c'est qu'on le voit au-dessus d'elle en train de vouloir y arracher ses yeux. Ouais. Puis dans le tome suivant, il explique que c'est pour dire, hey, j'ai récupéré les yeux, puis j'ai appris plein de choses. Mais c'est ça, il y a encore ce désir-là d'aider les gens, même s'il s'est fait exiler, même si lui, il veut aller sauver le monde finalement en disant, j'ai appris à vivre dans la nature, ce qu'on vous dit, c'est de la bullshit. Venez avec moi, je vais vous expliquer comment survivre. Il y a une manière de contrôler les animaux, les lézards géants. Malgré sa folie, encore une fois, c'est pas un personnage qui il est devenu fou, donc il tue tout le monde. Non, il est devenu fou parce que ça fait ça vivre tout seul dans la nature. Puis même le sbire de l'espèce de figure religieuse, le gars qui est comme complètement disfiguré, il est complètement obsédé par Chroma, il la chasse pendant pratiquement 1 an pour essayer de la ramener parce que c'est la seule manière qu'il va être lui aussi réaccepté dans la société de Pale City. Il a ses raisons, il a ses raisons pour maintenir le statu quo. Il a dit, mon frère est pas mort pour rien. Fait que tu comprends que chaque personnage a un background qui est dans, je faisais une joke en début d'émission, dans le spectre, dans le volume, il y a des tons, il y a des teintes de gris et de couleurs à tous les niveaux. Je parle pas juste visuel, mais dans le récit lui-même. Il n'y a aucun personnage dont la motivation n'est pas justifiée puis qu'on te le présente juste comme soit un gentil, soit un méchant puis deal avec. T'sais, tout le monde a sa motivation qui se vaut. Puis nous, en tant qu'œil extérieur, ayant toutes les informations, on peut déterminer que cette personne-là fait fausse route. Mais si tu es à la place de cette personne-là, concrètement, est-ce que tu ferais pas la même chose? Exactement. Même la figure du leader, le Maccavi, lui aussi, il a ses raisons de faire ce qu'il fait. Il veut sauver son peuple, il veut le maintenir en vie, il veut maintenir encore une fois la société qu'ils ont créée, qui est aussi une bonne solution. Elle n'est pas l'ultime solution pour essayer de se sauver de ces créatures-là parce qu'ils peuvent finir par se faire détecter.
mais c'est la seule solution valide. Puis ça marche. Puis ça fonctionne. C'est ça. Mais tu sais, c'est l'espèce d'idée de s'enfermer dans une cité pour pouvoir être protégé du danger, tu sais. Puis c'est un peu les dérives fascistes, là, tu sais, de dire, au nom de la sécurité, on va vous enlever cette permission-là, ce droit-là. Au nom de la sécurité. Non, mais c'est au nom de la sécurité. Puis, mais vous êtes encore vivant, fait que donc c'est correct. Puis à un moment donné, arrêter de questionner ces mécanismes-là, c'est là que t'es dans le fascisme, même sans t'en rendre compte. Puis là, évidemment, à plus forte raison, dès que les gens commencent à questionner cette affaire-là, ils se font soit tuer, soit exiler, soit sortir de là. Mais, tu sais, comme tu dis, du point de vue de la personne qui actionne tout ça, son objectif premier qui est de faire survivre les gens, il se sent justifié. C'est ça, moi je trouve que c'est clever cette façon-là, parce que souvent quand on a ce genre de dystopie-là, fasciste, mettons, où les gens sont enfermés à cause d'une menace extérieure, d'habitude, ce qu'on découvre, c'est que cette menace extérieure-là n'existe pas ou n'est plus. Puis là, j'étais comme... Tu sais, c'est ça que je pensais au début, quand il y avait l'homme-oiseau, Chroma est là, et comme, ben oui, il y a toute une société qui vit là, puis eux, c'est les weird de Pearl City, mais il y a tout un monde. Qui là, tu te rends compte, ou en tout cas, il n'est pas allé bien loin, mais non, effectivement, il n'y a personne d'autre. Puis c'est fucking hostile dehors. Genre, il y a comme une bonne raison. Il y a une bonne raison. C'est une des premières choses qu'on voit quand les jeunes vont récupérer de la glaise, parce que je pense que c'est ce qu'ils utilisent pour recouvrir tout ce qu'il y a dans la Pearl City. Il y a des leurs qui meurent parce qu'on décide de tuer le fermier de la glaise. Parce qu'il y a de la garnotte. Il y a de la garnotte dans sa glaise. Et là, le sang rouge attire les fameux gros lézards. Là. Puis fait que je vais être, oh shit, il existe pour vrai. C'est pas comme c'est vraiment ça, je me suis dit. C'est pas comme The Village de M. Night Shyamalan. Il y a vraiment ça qui existe. Là. Mais c'est drôle parce que moi, j'ai écouté récemment, sur la recommandation de Maxime, un truc de science-fiction qui s'appelle Scavenger's Ring, un dessin animé très, 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 très bon. Puis ce qui est le fun, c'est que ça se passe sur une autre planète. Puis il y a tout un univers, plein de créatures. Il doit y avoir comme 200 créatures, tu sais, qui ont tout un... ils existent, là, tu sais, tu le vois en une seconde, tu vois que cette créature-là existe. Puis là, au début, j'étais là, cool, on s'en va là-dedans, tu sais, on s'en va dans un univers où on va me présenter plein de bébites que je connais pas. Puis, tu sais, je voyais par la qualité du dessin, tout ça, que cet univers-là allait être très cohérent. Puis à un moment donné, quand on sous-entend que c'est peut-être tout pas vrai. J'étais vraiment déçu. Genre, j'aurais pas mes bébites, finalement. Non, j'ai mes bébites. Des bonnes bébites. Puis, tu sais, tout sur le côté. Tu sais, j'ai lu aussi ce qui venait après la BD, les commentaires de l'auteur, tu sais, que lui, fait beaucoup de travail de recherche sur les couleurs, puis tout ça. Puis c'est ça qui l'a amené à imaginer cette espèce d'univers-là qui s'est beaucoup transformé. Puis, tu sais, tu disais qu'il y a personne d'autre sur la planète. Il y a quelqu'un il y a des questions de lecteurs, là, à la fin des BD. Puis, il y a quelqu'un qui dit, y a-tu d'autres places où ça vit? T'sais? Puis il dit, dans nous, ce qui nous intéresse, non, mais statistiquement, on serait fou de penser que sur toute la planète, il n'y a rien d'autre. Il y a sûrement d'autres pochettes de gens qui ont existé, parce que je voyais, oui, ça se termine au 4e tome, puis il n'y a pas de... Il n'y a pas de suite, même si marqué volume 1, il n'y a pas de suite. Non, mais tu sais, j'étais là, cet univers-là aurait quand même... pourrait exister, puis ce serait bien le fun à... il y aurait matière à... une autre société avec d'autres cas d'ailleurs sur cette planète-là ou qu'importe. Là. Puis tu sais, les créatures, c'est ça qui est le fun. C'est souvent les mêmes créatures, des espèces de gros lézards, des crocodiles géants. Comme un coup coloré, par contre. C'est ça. Puis tu sais, leur particularité, comme tu le disais, c'est qu'ils voient pas les couleurs. Le blanc et le noir, ils voient seulement les choses en couleur. Par contre, ils ont une très bonne ouïe, ils peuvent entendre. Et ils ont les couleurs influencent leur comportement. Fait que le cou, ce qu'ils ont dans le cou, dépendant de la couleur, si c'est rouge, ils vont être en mode attaque. Si c'est en bleu, ils vont être en mode attente. Je pense que c'est jaune pour le déplacement, blanc pour la recherche, puis mauve pour dormir, là, pour se reposer, puis tout ça. Puis dès qu'il y en a un, ils communiquent comme instantanément. Dès qu'il y en a un qui tombe rouge, par exemple, tout le monde va devenir rouge. Fait que je trouvais ça le fun aussi, justement, que dans cette créature-là, on développe, on fasse pas juste c'est dangereux. Non, ils ont une façon d'exister. Ils ont une société, puis c'est drôle parce que mais le vieux homme-oiseau lui dit, mais tu sais, je communique, mais c'est comme s'il y avait une conversation qui se terminait pas, puis qui est pas complète. Puis qu'est-ce qu'il veut dire par là? Puis quand le personnage de Chroma découvre que à cause de ses yeux qui sont bleus et verts, puis elle s'était coupée dans le front, elle imite en fait le pattern des yeux de créatures parce qu'ils ont eux autres aussi 3 yeux des mêmes couleurs. Là, il y a un contact direct, elle peut les contrôler.
Ça, j'ai pas vu Et ça comme- du tout ouais, venir. bah Genre, non, wow, c'est c'est brillant génial, comme... Et comme, oh shit, t'es dans leur famille maintenant. Exactement, Tu sais, partie de la il tribu. y a beaucoup de trucs assez le fun visuellement aussi. Tu sais, à un moment donné, Chroma dit que après avoir passé un an là, toute seule Dans la presque jungle. dans la jungle, ben, tu sais, elle sent que les racines, elle sent une espèce de racine elle dit, de couleur rouge à l'intérieur de moi. C'est une espèce de colère qui monte, tu sais, puis elle le voit pas nécessairement comme quelque chose de 100% négatif parce que cette colère-là qui est le véhicule puis le moteur puis ce qui va lui faire à la fin libérer un peu tout le monde, là, tu sais. Mais tu sais, à travers toute la BD, je suis revenu après parce que à un moment donné, ben, t'as des panels qui sont uniquement des racines rouges, tu sais, puis au tout début... Ah, il y en a juste un petit peu, j'ai pas remarqué ça. Ouais, au début, ils ont semé à quelques moments. Ah ouais. Il y a des espèces de racines. Quand elle tombe dans les ronces au début, ben là, à un moment donné, elle quitte, puis les ronces commencent à dégouliner de sang un peu. Tu sais. Fait que c'est le point de départ des racines rouges à l'intérieur d'elle. Parce qu'elle, au début, quand on la retrouve, elle est juste apeurée. soumise, Elle a peur soumise. d'elle-même, en Ouais, fait, ouais. d'être le monstre qu'on lui a dit qu'elle était depuis qu'elle était jeune. Puis, ben, tu sais, c'est ça. T'as les balbutiements de la colère là. Il y a une autre place aussi, à un moment donné, où est-ce qu'on voit des espèces de racines qui tendent vers le rouge, puis à la fin, ben là, c'est cette colère-là qui... tu sais, il y a un plan où est-ce que c'est toutes ces racines-là qui se tombent sur le deuxième panel en dessous, qui est son front ouvert, tu sais, en rouge. Fait que là, tu comprends que tout ça est ancré dans elle, puis est en train de littéralement jaillir de sa tête. Il y aurait une là. cligne, parce que quand on va libérer justement Pell City avec les créatures, il y a beaucoup de monde qui sont morts, qui se font tuer, qui se font dévorer par les créatures. Fait que même si elle réussit par... Tu sais, il n'y a rien de clean. tu sais. C'est Non. genre le prix de votre liberté. Ouais, c'était ça, cher ouais. payé. Là, Ben, ouais. parce qu'ils disent à un moment donné, tu sais, ben là, tu dis que tu viens de à la fin, tu viens de nous libérer, mais t'as tout détruit, t'as tué tout le monde, puis elle dit avec les larmes aux yeux, tu sais, ben, à quoi vous vous attendiez, tu sais? Qu'est-ce que vous pensiez qui allait arriver, tu sais? Moi, j'avais une colère à sortir, puis elle a pas l'air d'être fière de ça, tu sais? Non. Elle a l'air même d'être un peu honteuse d'avoir dû, entre guillemets, tuer ces gens-là, mais s'il n'y avait pas cette colère-là qui a mené à cette destruction-là, ben tout ça serait pas arrivé. C'est drôle parce que tout le long de la BD, l'auteur fait exprès d'essayer. Il connaît les codes de ce type de récit-là, puis il va les déconstruire. Parce que même quand on finit par la rencontrer avec les créatures dragons, là, les fameux lézards, quand elle a appris comment les contrôler, puis ça fait 1 an qu'ils sont avec eux, celui qui devient son espèce de principal. Z. Z, c'est vrai, elle l'a rebaptisé Z. Ben, il survit pas, là. Il se fait attaquer lui aussi, puis il se fait trancher la gorge. Là. Ils sont tout le temps en train de détruire nos appréhensions, puis nos attentes. Puis je trouvais que c'était brillant. Puis c'est pas une grande histoire. Je pense pas que ça révolutionne le genre, mais je suis vraiment content de l'avoir lu. Puis dans ce cas-ci, l'auteur maîtrise tout. Là. On parle du scénario, le dessin, mais c'est aussi lui qui signe la couleur. Donc c'est un album qui est complet. C'est une super belle carte de visite pour ce gars-là. Puis on n'a pas parlé encore, mais c'est quand même vraiment fichement beau. Là. Oui, c'est très beau. Les couleurs sont t'as envie de bouffer les pages. Les couleurs, je suis pas un expert en couleurs, mais j'ai l'impression qu'ils ont sélectionné des couleurs pures. Là. Tu sais, qui sont allés, le jaune, c'est un vrai jaune. Je comprends ce que tu veux dire. Ça flash. Beaucoup, le beaucoup bleu, saturé. c'est le bleu. Là, le magenta, c'est le vrai... Tu sais, j'ai l'impression que les couleurs sont pures. Là. Je comprends ce que tu veux dire. J'ai pas ce vocabulaire-là. Mais tu sais, puis cet agencement de palette de couleurs-là est vraiment... Ça fonctionne super bien. Puis ça doit être un casse-tête, parce que faire de la gestion de couleurs dans Photoshop, c'est un talent comme n'importe quoi. Puis si vous êtes moindrement trop saturé, vous allez être hors gamoute pour les gens graphistes à la maison. Puis la couleur ne se répétera pas de la même manière sur la page, parce que l'écran émane la couleur, tandis que comme c'est de l'encre sur du papier, ben, ça absorbe, ça reflète une certaine... comment ça marche? Ça reflète une certaine... C'est pas de la luminosité, là. Sur Internet, parce que je voulais voir la BD physique, là, tu sais, j'ai le goût de la voir parce que, c'est niaiseux, mais quand je le lisais sur mon écran d'ordi, avec 2 panels, les textes étaient vraiment petits. Oui, il faut que tu l'agrandisses dans ce temps-là. Ouais, fait que là, je me suis dit, la BD doit être... Non. Elle a un format de comics. De comics régulier. Okay. C'est juste que c'est un splash page, puis probablement dans l'application que tu avais pour le lire, il va pas le mettre sur 2 pages, il le met dans 1 page, puis c'est pour ça qu'il faut que tu l'agrandisses. Moi, c'est ça, j'ai agrandi, puis je l'ai lu, mais ce qui est bien, parce que ça m'a forcé à le lire un peu case par case, pour vrai, tu sais, ce que j'ai de la misère à faire un peu quand je lis de la BD. Ouais, moi aussi, je fais ça, des fois, je me repère, je me perds un petit peu. Là, j'avais comme pas le choix de zoomer sur la case que je voulais
C'est une bonne façon de lire la BD. Rapprocher, oui, habituellement, c'est comme ça qu'il faut que tu fasses. Non, mais tu sais, de me concentrer, de pas vouloir aller plus vite que la page. Je trouve que ça a bien dicté le rythme de lecture. C'est un enjeu quand tu lis sur certaines tablettes. En fait, je sais pas pour la lecture de bande dessinée, mais quand tu lis un livre sur une tablette, c'est prouvé, ils savent pas pourquoi, que tu vas lire plus vite que si tu lis un livre. OK. Il y a un effet dans la manipulation qui fait que tu vas lire plus vite. Fouillez-moi pourquoi. Là, je l'ai allé avec mon affaire de couleur, c'est juste que ça sort très bien à l'écran, parce que nous, on l'a vu une version qui était numérique, mais je serais curieux de le voir imprimé, parce que ça doit être super. Quand je allais voir tantôt, la BD, c'était vraiment beau. Là. Tu sais, c'était filmé, c'était une petite caméra boboche, là, d'un gars dans son salon, là, mais l'objet avait l'air vraiment le fun à posséder. Là. Cool. Ouais, moi, je l'ai vu passer en français, c'est chez Delcourt. Oui, à la librairie. Ouais, ça fait un beau gros livre, là. Il est quand même beau. Cartonné. Ouais. 70$. 40 peut-être. Ah, ok, pas si pire. Okay. Mais moi, je vais garder un œil sur De Lorenzo De Felici. C'est un gars qui travaille super bien. J'ai beaucoup aimé son travail sur Void Rivals. J'ai hâte de voir ce qu'il va faire prochainement. Puis qu'il soit accompagné par un scénariste ou qu'il signe son histoire comme là. Je serais bien curieux de voir la suite des choses pour lui. Avez-vous quelque chose à rajouter par rapport à la BD? Je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'on a fait le tour, mais on le recommande. On recommande les trois. Excellent. Hey, Niket, merci d'être venu cette semaine. Un plaisir. En ce moment, c'est des épisodes préenregistrés pour des Décidérés. Pour cette semaine, la semaine prochaine, un nouvel épisode. Fait que le jeudi cette semaine, un épisode qu'on avait préenregistré. L'autre, c'est un épisode qu'on a enregistré au début du mois. Fait que, puis après ça, on repart nos activités dans des nouveaux lieux. Oui, c'est ça, t'as dit tantôt. Complètement fantastiques. Puis on a bien hâte de la suite des choses pour Décidérés. Excellent. Merci Laurent d'avoir été là également. Merci à vous à la maison. Je vous rappelle d'aller jeter un petit coup d'œil au Patreon si vous avez l'opportunité cette semaine ou en tout cas, quand vous écoutez ça, peut-être que vous allez écouter dans 3 mois. Ça se peut. Là, allez-y là. Puis abonnez-vous au Patreon pour garder les lumières allumées. Puis faites attention à vous autres. On se voit la semaine prochaine. Ciao. Bye. Salut.